Bonjour et bienvenue. Si vous êtes des habitués du talk, il y a deux petites choses qui doivent vous étonner. La première, c'est le présentateur. Et non, je ne suis pas Ludo, il est en vacances, il reviendra très vite, moi c'est Sébastien. Puis la deuxième chose, c'est le décor. On a abandonné le temps d'une soirée nos célèbres canapés rouges magnifiques pour cette salle de gymnastique impeccable que vous voyez derrière nous. La raison, c'est une date 26 juillet 2024. Alors à moins d'avoir décidé de mettre votre appartement en location sur Airbnb, cette date ne vous dit pas grand-chose. Un petit indice, avec 2 nuits de location, normalement vous pouvez partir aux Seychelles. Le 26 juillet 2024, c'est simple, c'est la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'est dans 8 petits mois. Alors 8 mois pour nous, ça peut paraître assez long, parce que pour certains d'entre nous, on ne sait même pas ce qu'on va faire ce week-end. Mais pour les athlètes, 8 mois, c'est vraiment la dernière des dernières lignes droites. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici, à l'INSEP, dans le temple de l'excellence, le symbole de la préparation olympique, de Tony Parker à Teddy Riner, de Marie-Josée Pérec à Amélie Mauresmo. Ils sont tous passés par là, je les ai vus, on les a vus sur le Hall of Fame. Actuellement, il y a près de 500 athlètes qui vivent au quotidien à l'INSEP et qui préparent les grandes échéances. Alors évidemment, on pense aux Jeux Olympiques, mais il y en a d'autres également. On n'aura pas les 500 athlètes dans le stream pendant ces 2 heures, mais il y en a un certain nombre qui vont venir nous expliquer leurs attentes, peut-être leurs petits doutes par rapport aux JO, et puis ce qu'ils espèrent réaliser. Évidemment, c'est en général sur 3 places, ça se joue, c'est vraiment les rêves de chacun. Et puis, n'hésitez pas, à vous, dans le chat, à nous inonder de questions et de commentaires. On essaiera d'y répondre, enfin, surtout nos invités, pardon. Moi, un petit peu moins. Et puis, en fin de stream, on parlera également de nutrition, parce que c'est un des éléments importants dans la préparation des athlètes. Et ça tombe bien, parce que ça sera le moment de passer à table, parce qu'on sera aux alentours de 19h30. Voilà, bonsoir et bienvenue. On peut démarrer. Alors, nos invités, aujourd'hui, je vais les présenter. À ma gauche, Marine Boyer, vous êtes gymnaste ? Bonsoir. Il faut que j'apprenne un petit peu encore les codes. Gymnaste, 23 ans. On va revenir, parce que là, on est vraiment à la maison. On est chez toi, là, quand même. On est chez moi, c'est ça. Il y a une demi-heure maximum. C'était une autre tenue. Et je finissais l'entraînement pour venir ici après. Ouais. C'était sur la poutre, notamment, parce que c'est ta spécialité. On aura l'occasion d'en reparler. Puis, autre invité, Wilfried Apio, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, c'est pas la gymnastique, c'est pas exactement ton lieu de prédilection. Toi, tu es athlète et spécialiste du 400 mètres haies. Ouais, c'est ça. Nous, on est juste à côté. Tu peux juste rapprocher un petit peu le micro. Nous, on est juste à côté, ouais. Bah, juste à côté. J'ai une petite question, avant qu'on commence avec... Je vais peut-être pas perdre toutes mes fiches. Juste pour le... Merci, c'est gentil, c'est sympa. Il y a une salle indoor pour... Ouais, c'est le gros gymnase juste à côté, à quoi, 100 mètres. 100 mètres. Ouais, c'est un petit village, quand même, l'UNICEF. Là, vous voyez une des salles, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est des salles de sport absolument partout. Et ça fait comme un petit cocon assez beau, avec les bâtiments en briques rouges. Donc, elle fait 400 mètres, la piste indoor aussi Elle fait 340 mètres. Ah, voilà, elle fait pas 400 mètres. Donc pas exactement. Pas exactement, mais on a 2 petits anneaux pour préparer l'indoor, donc il fait presque 200 mètres aussi, et un plus gros anneau qui fait 340 mètres. Ouais. D'accord. Bon. Et les étrangers, ils ont des 400 mètres ou pas ? Les étrangers, j'imagine. J'avoue que je ne me suis pas renseigné sur la chose, mais je pense, ouais. Non, mais c'était juste une question comme ça, c'est très important. Marine, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, alors sans te lever, parce que les plans, ils sont faits, oui. On le voit, derrière, on le voit bien. Si tu peux nous décrire cette salle que tu es familière. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, donc c'est très familier pour le coup. 10 ans, ces murs, là, tu les connais depuis... Ouais. Donc, il y a un côté fille, le côté le plus proche de nous, et un côté garçon. Donc, pour les garçons, il y a 6 agrès, pour les filles, il y a 4 agrès. Alors, les agrès, on les voit derrière. Toi, ta spécialité, c'est la poutre ? C'est la poutre, c'est ça. On va reparler un petit peu de tout ça, évidemment. On va rentrer un peu dans les spécificités de vos 2 disciplines. J'avais une question qui va peut-être vous paraître bête, mais est-ce que vous vous connaissez ? Parce que 500 athlètes, dans le boulot, on ne connaît pas forcément tous ses collègues. Donc 500, est-ce que vous connaissez, vous 2 déjà ? Oui, on a été dans la classe ensemble. En BP GEPS. En BP. Donc oui, on se connaît, oui. Ouais, c'est un diplôme pour être coach sportif. Et c'est la première fois, on s'est rencontrés là-bas. En gros, on était collègues de classe et après, on se suit aussi sur les réseaux et tout. Et
Et en vrai, quand on est dans ce genre de justement complexe, on se suit tous un peu les uns les autres. Et c'est cool parce qu'on s'intéresse à des sports que on ne se serait pas intéressé. Tout à l'heure, vous allez avoir la chance d'avoir Lisa pardon. Lisa qui fait du tir. Et, vous la connaissez moins, elle? Un peu moins. On n'est pas dans la même classe. Donc non, c'est cool. On se connaît tous un peu, ouais. Et la deuxième question, maintenant que vous connaissez, vous avez répondu à la première en disant que vous connaissiez, est-ce que vous êtes qualifié pour les Jeux? Déjà qualifié ou pas? Alors je suis qualifiée indirectement, on va dire. On a qualifié l'équipe, mais les places ne sont pas nominatives. Donc on va devoir se battre jusqu'à la fin pour rentrer dans l'équipe pour les Jeux. On revient sur la manière de se qualifier. Et ouais, moi j'ai fait les minima qui me permettent d'avoir un pied dedans, on va dire. Et je suis qualifié aussi au ranking. Donc disons que j'ai un pied dedans. Maintenant, comme Marine, il faut prouver jusqu'au mois de juin, jusqu'au championnat de France, montrer qu'on est en forme et tout. Et la liste sortira officiellement à ce moment-là. Ouais. Alors Marine, vous avez parlé de la médaille. C'était les championnats du monde. On peut la mettre en collector parce qu'une médaille en gymnastique en France, c'est quoi, 73 ans. 73 ans que c'était arrivé. C'était historique et c'était vraiment un moment suspendu, incroyable pour le coup. C'était quand, pardon? C'était à Anvers il y a un mois et demi, championnat du monde. Et on a fait 3e à cet événement. Voilà. D'accord. Alors ça a permis de qualifier l'équipe. On a qualifié l'équipe de France. Et du coup, il nous reste à nous qualifier dedans dans l'équipe. D'accord. C'est pas sûr. Il y a 8 personnes. Ouais, on a un collectif de 8 qui va aller jusqu'au jeu. Et puis derrière, il y aura 5 titulaires et une remplaçante. Les Jeux, tous les deux, vous connaissez quand même. Ouais. Vous, bien. Vous aussi un petit peu. Ouais, j'ai fait Tokyo aussi. Bon, après, c'était dans des conditions assez spéciales parce qu'on était en pleine période du Covid. Donc, personne dans les tribunes et tout. Donc, j'ai eu la chance d'y être, de faire ma première grosse expérience, on va dire, à l'international. Et donc, ouais, je connais un peu, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Oui, et Tokyo, Tokyo, c'est pas... Tokyo et Rio, et pareil, Tokyo, c'était un peu compliqué. Comme il dit, Wilfried, c'était... Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'ambiance. Et c'est vrai qu'on vit les Jeux pour cette ambiance incroyable quand on est dans une salle de gym ou dans une salle d'athlé. Mais c'est vrai que là, on ne l'avait pas et ça peut être vraiment quelque chose qui peut changer pour le coup. Et surtout, là, vu que c'est à la maison, ça a beaucoup changé. C'est clair. Après Tokyo, c'était limite la fin de la carrière, c'est ça? Ah oui, je voulais arrêter. Pour le coup, ça n'allait pas du tout. Les 1 an supplémentaires de Covid, moi, ils m'ont tué. Déjà, plus pour me qualifier, j'ai galéré à me qualifier. Et pour tenir jusqu'au jeu, ça a été Koh-Lanta pour le coup, très très dur. Et puis derrière, je pense que j'étais plus apte à faire de la gymnastique. Ouais. On va revenir parce qu'il y a des éléments qui étaient meilleurs sur les Jeux. Donc juste, je regarde un petit peu dans le chat avec des gens qui nous rejoignent. Donc c'est Jacques-Nico Solène, avec le retard qu'on a, c'est toujours en 2024 du coup. Ça c'est une petite blague parce qu'en fait, bon, on n'avait pas mis le... Il y a un petit peu de latence. Il y avait un petit peu de latence, j'imagine, sur le stream. C'est pour ça qu'ils ont marqué ça. Et puis mais oui, c'est toujours en 2024. Et puis sinon, on a aussi Ticlem qui nous dit bonsoir. Bonsoir à toi. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des questions. On est là pour y répondre. On voit que petit à petit, il y a de plus en plus de monde, donc on est très content. Je reviens un petit peu avec toi, Marine, sur les Jeux. Parce que on a parlé de Tokyo où c'était Koh-Lanta, visiblement. C'est le sentiment aussi pour toi Tokyo, ouais. C'était bizarre. Ouais, c'était assez bizarre jusqu'au moment... Après, le village reste un village olympique, donc il y avait cette ambiance, ce cocon qu'on pourrait retrouver à l'INSEP, mais en 100 fois mieux, dans le sens où il y a toutes les nationalités, tous les sports. Donc il y avait cet engouement-là, ouais, à l'intérieur du village. Maintenant, à l'extérieur... que ce soit gymnase ou stade, c'était vide, quoi. Donc on avait le bruit. Moi, je me souviens, ça m'a assez marqué. En fait, on a des starting blocks qui sont électriques et pour mesurer notre temps de réactivité, s'il y a faux départ ou non. Et on entendait tout ce système électrique, on va dire, ce bruit de fond, ce bruit sourd, comme on dit. On n'entendait que ça. Et c'était assez perturbant parce que même quand on part sur une petite compétition, la plus petite des compétitions qu'on peut avoir tous les ans, il y a un peu d'ambiance, quoi. Il y a un peu de monde dans les tribunes. Donc
C'était quelque chose à gérer, ouais. C'était les JO, mais Ouais. retour sur les championnats départementaux cadets, un peu. Exactement. Ça, c'est ça ouais, avec l'ambiance. Il y avait la famille. Il y avait la famille ou pas, au moins? Bah non, Même ils pas. pouvaient pas venir. Ils pouvaient pas venir, donc ouais, il y avait ça aussi. On était loin de tout le monde. On n'a pas tout le temps la famille à chaque compétition, mais par exemple, il n'y avait pas le manager, il n'y avait pas le coach. Moi, mon coach était là, mais parce qu'il fait partie de la fédération, mais tous les coachs ne pouvaient pas venir. Donc c'était frustrant pour certains athlètes. Et déjà, à l'athlé, c'est une épreuve individuelle, donc on se sent un peu seul, mais dans les stars. Donc là, c'était d'autant plus prenant, si je puis dire. Ouais, non. Donc Tokyo, c'était les premiers pour toi. Toi, avant, il y avait Rio. C'est un bon ou c'est un mauvais souvenir, Rio? Non, c'est un bon souvenir. Ça reste des Jeux Olympiques. Donc c'était mes premiers. C'était vraiment incroyable pour le coup. Après, un peu dur parce que derrière, je fais 4e. En soi, 4e, c'est très très bien. Mais bon, c'est comme ça. Ça m'a aidé aussi à repartir et à être encore plus motivée pour aller chercher la médaille olympique. Alors, justement, la médaille olympique, t'as dit 4e. Très discrète, t'es 4e derrière Simone Biles, qui est quand même en gymnastique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de la gym pour connaître son nom. Et je me trompe peut-être, mais c'est 0,133 points de la médaille de bronze. Oui. Je suis désolé, mais 0,133 points, pour nous profanes, ça représente pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose. Et alors c'est quoi? C'est un pied? C'est un pied même qui est pas un peu une mal pointe de pied. En vrai, c'est même pas un déséquilibre. C'est rien. Enfin, c'est un détail. C'est peut-être une choré qui est pas bien réalisée. C'est un minuscule pas. Enfin, c'est vraiment rien. Enfin, pour le coup, je ne saurais dire quelle est la différence entre la 3e et la 4e, enfin, les 10e qu'on avait de différence, quoi. Est-ce que tu l'as regardé encore? Mon passage, Ouais. je l'ai regardé, oui. Je l'ai regardé pas beaucoup de fois, mais je l'ai regardé pour essayer de comprendre ma 4e place. Après, j'ai pas trop réussi à comprendre, mais bon, chacun a son avis. Après, c'est un sport de jugement, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. J'ai un peu la même question pour Wilfried, parce que c'était pas 0,133 points, mais alors il y a les championnats du monde, il y a une super performance. Alors je sais jamais comment on dit, Eugene, ouais, c'est le temple de l'athlétisme. Là c'est la patrie de la virgule, ouais, c'est ça. La patrie de Nike. C'est ça. Donc ça c'était en 2022, on va rester là, 2023 on oublie. Ouais, oui. 2023 pour les championnats du monde pour les athlètes, c'était c'était pas fou hein, quand même. Non, c'était pas ouf. C'est 0 médaille hein, quand même pour la France. Non, une avec le relais. Ah pardon. Ah oui, quand même. En combien? 4x4. Ah, 4x400 mètres, ouais. Bon. Ouais. Autant pour moi. Mais c'est quand même pas... Non, c'est sûr qu'il y a des années comme ça où voilà, on est... À l'athlé, en fait, il faut dire qu'on est entre deux générations. T'as les anciens qui sont là, mais qui commencent à être plus en fin de carrière qu'en début, et t'as les jeunes qui arrivent. Et l'athlé, en fait, c'est un sport à maturité assez tard. Donc le temps que les jeunes se font de l'expérience et font leur place dans le gratin mondial, bah, ça met du temps, ça met des années et on est obligé de passer par là. Alors c'est décevant vu de l'extérieur et tout. Maintenant, il y a énormément de choses à prendre en compte et ça se fait pas comme ça une médaille. C'est de l'expérience, c'est entre guillemets de la chance, c'est du travail et d'année en année, on y travaille pour. Je dis ça parce que en même temps, Cyril qui réalise l'émission, il a lancé la course du 400 mètres. Vous le voyez pas, mais dans le chat, ils ont vu parfaitement cette course. Ouais. J'étais dégoûté là. Ah ouais, j'imagine. Mais 300e, voilà. On a dit c'est une pointe de pied pour Marine. 300e, c'est quoi sur 400 mètres? C'est 10 cm, on va dire. 10 cm parce qu'on court aux alentours sur la fin, on doit être à 32 km/h. Sur la fin? Sur la fin de course, ouais, sur la fin de course. En moyenne, on est à 35. Vous pouvez essayer, hein, 35 km/h. Et sur la fin, ouais, ça représente 10 cm. Donc, ils ont des machines à haute technologie qui permettent de mesurer voilà, le niveau des épaules. Et ouais, c'est 10 cm. Et j'étais troisième jusqu'à la 10e haie. Et je me suis... Voilà, c'est les choses qui font que... C'est, comme je dis, le sport de haut niveau, ça joue à rien. On est deux exemples.
Et demain, ça peut être nous, comme demain, ça peut être un autre. Et voilà, aujourd'hui, c'était moi. C'était nous. On a fini 4e. Mais voilà, ça donne la niaque et ça force l'expérience, on va dire. Pendant la course, vous avez conscience de la place ou pas ? Ouais, j'ai conscience de la place, dans le sens où en fait, c'est tellement toujours la même chose, la répétition, c'est des rythmes, c'est une musique qu'on travaille jour après jour, qu'on sait se repérer. Donc déjà, on connaît un peu la tête du peloton, on sait avec qui on sera à la bagarre sur la fin. Là, je suis dedans, je me sens bien jusqu'à la dernière ligne droite, jusqu'à la 10e haie. J'essaye d'être propre sur mes haies pour ne pas perdre de temps en haut, parce que pendant le franchissement de haies. Et à la fin, je donne tout. Et franchement, je finis 4e sur cette course, mais j'ai aucun regret parce que j'ai tout donné. J'ai donné mes tripes et c'est comme ça. L'Américain était meilleur que moi, il était meilleur que moi. Je pense que c'est humble de le dire et de l'assumer. Voilà, il a plus bossé ou il est arrivé à un meilleur état de forme que moi et voilà, c'est fait. Je reviens à toi, Marine. À la poutre, ça dure combien de temps un passage? Un passage? Je me trompe ou pas? Oui, ouais, un passage. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Je suis qualifié? Ça va. Ça va. Donc c'est 1 minute 30. Après, tu peux continuer, mais tu as des déductions. C'est-à-dire? Pardon. C'est-à-dire que si tu dépasses 5 secondes, tu as un dixième. Si tu passes, d'accord. Ouais. Donc 1 minute 30. Et c'est une chorégraphie ou Ouais, en fait, ça doit au regard passer facilement, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu regardes quelqu'un, tu dois te dire, oh, bah, ça a l'air facile. Et plus ça a l'air facile, mieux c'est. On te voit là en même temps là, à l'écran en train de passer justement. La poutre, elle fait quelle largeur? 10 cm. Combien? 10 cm. 10 cm. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça. C'est 10 cm. Bien remis plutôt. Désolé. Hein. Et pendant la prestation, est-ce que tu as conscience, tu te dis, c'est bon là, attention, j'ai fait une petite erreur, ou c'est à l'arrivée en voyant les résultats des juges? Alors non, je pense que pendant le mouvement, on reste vigilante sur tous les petits détails. Parce que même une chorégraphie, on peut faire un déséquilibre, on peut tomber, on peut être distraite. Donc je pense que ouais, c'est comment dire, un mouvement que tu te répètes. Enfin, c'est vrai qu'on le répète énormément en entraînement, c'est pour que ça soit automatique quand on lève la main et qu'on passe en compétition. Parce que ça doit être tout doit être lié en fait pour le coup. Et ouais, tous les déséquilibres, toutes les flex, même les demi-pointes. Si tu fais pas à fond une demi-pointe, c'est déductible. Donc tu dois faire attention à tout. Jusqu'à la fin, jusqu'à la présentation, tout compte. Donc vigilante jusqu'à la fin. Donc maintenant c'est Paris. Ouais. C'est une obsession, c'est tous les matins, c'est plusieurs fois par jour. Comment vous percevez ce rendez-vous? Wilfried, d'abord. Comment on le vit, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Après, obsession, je pense que ça peut être vite négatif si on y pense tout le temps. On peut être frustré. C'est comme avant une course. Si tu penses au chrono avant de faire ta course, avant d'être dans le moment présent, je pense que tu as tout faux. Ça doit rester une motivation plus qu'autre chose. Ça ne doit pas être quelque chose de négatif que tu ressasses tous les jours. Où tu te dis merde, mince, pardon, s'il y a des enfants. Oh, c'est pas grave. Si tu dis mince, je suis en retard. On coupera le montage, il n'y a pas de souci. Mince, je suis en retard dans ma prépa. Mince, je suis blessé, donc je vais essayer de sauter une étape. Non, c'est pas bon. On a notre évolution, notre histoire, notre préparation. Il faut la respecter. Maintenant, c'est sûr, c'est des jeux qui sont à la maison. Je pense que tant qu'on n'y est pas, il ne faut pas se faire de plan sur la comète. Tant qu'on n'est pas officiellement qualifié, il ne faut pas se faire de plan sur la comète non plus. Donc, ouais, ça, c'est ce qu'on raconte. Non, c'est une chance, il faut le prendre comme une chance. Et je pense que le public sera présent pour nous parce qu'on est la France et on sait, je pense, s'encourager comme il le faut. Et je pense que tout le monde répondra présent. Donc, c'est sûr, on est attendu. On aura de belles choses à faire et le reste, c'est les coachs qui gèrent. Mais il y a Lisa Barbelin qui est en train d'arriver. Elle nous expliquera un petit peu comment elle ressent les choses, elle, tout à l'heure. Elle a mis un compteur, elle.
Ah ouais? Vous avez des repères visuels ou pas? Un compteur? Marine, un compteur jusqu'à... Ah ouais. Et c'est pas jusqu'à... À l'INSEP, il y a déjà un compteur à l'entrée, ça suffit. Il y a déjà un compteur à l'entrée de l'INSEP. Ouais, pour bien te rappeler que... Donc c'est 279 jours. J'ai regardé, j'ai oublié. Ouais, certainement. Franchement, je sais pas un jour près, mais ça arrive vite, donc forcément, on y pense. Après, je pense pas que ça peut être, doit être une obsession parce que pareil, ça peut pencher vers le négatif. C'est des jeux, donc forcément, on a envie d'y être. On va tout faire pour y être, mais encore plus parce que là, c'est à la maison et quand on a envie de partager l'événement de l'intérieur. Et on sait combien des jeux, c'est incroyable vu qu'on les a déjà fait. Après, ça a été compliqué vu que c'était Tokyo. On sait qu'à Paris, ça va être 100 fois mieux. Donc ouais, tout faire pour y être, mais rester vigilante à l'entraînement pour pas se blesser et pour penser à soi d'abord avant de penser au jeu, quoi. Stade de France pour toi? Ouais. Déjà couru, j'imagine, là-bas? Stade de France? Non, pas du tout. Jamais? En fait, quand j'étais enfant, on a fait un petit relais avec la Ligue d'Île-de-France. C'est bon, t'as les repères du coup. Ouais, ça fait longtemps, mais je pense que même si j'avais déjà couru dans ce stade-là, ça ne sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Nous, on a été marqué aussi en 2003 avec les championnats du monde d'athlétisme à Paris. Donc on a perçu 2-3 vidéos et l'ambiance qu'il pouvait avoir dans ce genre de stade. Et je pense que les jeux, ça restera des jeux et ce sera inoubliable. Et c'est ça qui va nous faire que le jour J, on va se transcender. Il y aura 7 choses en plus qui vont faire gagner ce petit bout de pied qui dépasse. 10 cm, c'est Ouais, gagner 10 10 cm. Ouais, exactement. Toi, Marine, c'est Bercy? Oui, Bercy, ouais. Je connais, ça va. Alors, Pour le coup, je connais. pour les concerts? Non, Non, j'ai déjà été en concert, mais... Oui, c'est vrai. Non, nous, chaque année, on a une Coupe du Monde à Bercy. Donc, j'ai déjà fait, on va dire, je crois, 5 Coupes du Monde à Bercy. Donc, c'est pas mal. Et puis, même nous, au niveau des repères spatio-temporels, c'est important aussi de pouvoir pratiquer les mouvements dans la salle. Donc, c'est important d'avoir pu faire une compétition là-bas. Après, oui, je pense que ça sera jamais pareil qu'une Coupe du Monde. Hein. Mais on a vécu l'ambiance qu'il y a là-bas. Et je sais qu'à Paris, ça va être 2024, plus. ça sera... c'est sûr, ça va être incroyable. Bon, Tokyo, c'était à part, mais des compétitions avec une ambiance folle. C'est quoi pour le moment les meilleurs souvenirs? Bercy. Bercy? Ah ouais. Faut être chauvé un petit peu, là. Il y a les Jeux à Rio, qui étaient vraiment, pour le coup, très cool. Mais Bercy, indescriptif. Je veux dire, tu rentres dans l'arène, tu frissonnes, quoi. Ça vibre? Ah ouais, ça vibre. Et tu essaies vraiment de rentrer dans ta bulle pour pas que ça puisse te déconcentrer. Mais chaque Bercy, moi, je stresse. Je stresse comme pas possible parce que tu vis des émotions incroyables. C'est vrai que ça donne envie de faire Paris parce que on a déjà vécu ce genre d'émotions et on sait qu'à quel point à Paris ça va être encore pire. Donc encore mieux, c'est sûr. Encore mieux, mais il va falloir quand même gérer cette pression parce que je pense que ça sera pas facile pour le coup, mais bon, ça donne envie d'y être. On va parler de la pression parce que c'est un élément arriver à se libérer, c'est un peu parce que vous savez courir et depuis le temps que vous pratiquez, c'est combien de temps la gym? Vous avez commencé à 9 ans, hein, tous les deux, à peu près? 6 ans. 7 ans? Ouais. 7 ans, et direct... 400 mètres, non, on fait un peu comme la gym, on essaye de toucher à tout au début. Et au fur et à mesure du temps, tu vois là où tu es bon et là où tu as des prédispositions physiques et tu te lances dedans, quoi. Pareil, nous, on touche à tout. Quand t'es petite, tu fais plus du trampoline, des roulades, et puis derrière, après, tu rentres en pôle, donc tu rentres sur les agrès et t'apprends à faire du haut niveau. Et après, moi, je suis rentrée à l'INSEP, je savais pas encore ma spécialité. J'ai appris sur le tas que j'étais forte en poutre, donc voilà. Une petite question dans le chat. Après, évidemment, c'est vrai qu'on ne l'a pas complètement abordé. C'est Kyrian77 qui nous dit quand est-ce que vous saurez précisément que oui, vous êtes qualifié. J'allais dire si oui ou non. Non, que oui, vous êtes qualifié pour les Jeux. Moi, je veux le savoir, je pense, un mois avant les Jeux. Donc, je sais pas, de France. Juillet, 26 juin, c'est comme ça? Ouais, un peu plus avant, peut-être un mois et demi avant, parce qu'il y a le championnat de France. Donc, après le championnat de France, peut-être. Là, nominativement, ils donneront les 5. Ouais, 5 plus 1.
5 plus une remplaçante. Remplaçante, ouais. C'est chaud. Hein. Et qualifié pour tous les agrès ou rentrer dans l'équipe. Tu rentres dans l'équipe, donc après derrière c'est au niveau de la stratégie des filles qui vont être dans l'équipe et de se complémenter au mieux pour faire une meilleure note possible à la fin, mais ça dépendra des filles qu'il y a dans l'équipe. Donc je peux pas savoir à l'avance quel agrès je ferai. Donc ça sera fin juin. Pour toi, Wilfried ? Fin juin, après les championnats de France. La liste officielle sortira, ouais. C'est dur quand même, hein. Bah, en même temps, c'est dur, mais bon. Vous n'avez pas des certitudes, mais vous avez quand même des points qui vous expliquent que vous faites partie des gens qu'on devrait retrouver à Paris quand même. Bah nous oui, parce que c'est une discipline chronométrée, on va dire. C'est plus factuel. La gym, j'imagine que c'est plus... C'est plus compliqué parce que y a aussi le facteur de blessure qui rentre beaucoup en compte pour le coup et qu'on a vu. Moi, ces 2 Olympiades que j'ai faites. Et ça n'a jamais été l'équipe qui a qualifié les Jeux, qui a fait les Jeux. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant jusqu'à la fin, pour le coup. Et c'est Pepper Potts 7S ou 75. Non, 75. Je l'ai vu qui baisse, qui nous dit c'est super court, 1 mois et demi. Ouais, effectivement, c'est vraiment très très court. La question que je me posais, c'est quoi votre quotidien ? Parce qu'on a parlé de Tokyo, on a parlé de Rio. Mais le quotidien, il est quand même beaucoup dans le bois de Vincennes, quand même. C'est vrai. À l'INSEP. Ouais. Oui, bah moi, oui, les footings au bois de Vincennes. Mais oui, la plus grosse partie de notre journée, je pense, se passe dans le complexe. Moi, l'année dernière, j'avais pas mal de cours qui venaient en complément de mes journées. Parce que tu fais des études pour être kiné ? Ouais, pour être kiné, pardon. Et cette année, j'ai décidé avec... la Fédé et l'école de faire une césure, donc qui correspond à comme une année sabbatique, on va dire, pour pouvoir me mettre à fond dans les entraînements et parce que c'est de la fatigue. À réviser, l'année dernière, je révisais jusqu'à des 2-3 heures du matin, donc au bout de quelques mois, tu sens quand même que tu as de la fatigue à rattraper. Moins frais pour le footing le matin. Oh, exactement. et puis, je parle même pas des partiels et tout. Mais ouais, ma journée à moi, c'est un bon petit-déj le matin. Après, on va à l'entraînement pour 2h30 entre 10h jusqu'à midi et demi. Parfois, 2 fois par semaine, je vais à la réathlée, ça s'appelle. C'est pour travailler mes faiblesses, entre guillemets. Donc, tout ce qui est abdos, transverse profond. Je me suis fait opérer d'une pubalgie là, début d'année, fin septembre. Donc du coup, là, je suis pas mal axé sur tout ce qui englobe le bassin, donc les transverses, les adducteurs. Et donc voilà, et l'après-midi, rebolote pour 2h30 d'entraînement entre 16h30 jusqu'à 18h30, 19h. Donc ça fait quoi, 5-6 heures par jour ? Ouais, c'est ça, grosso modo. Tous les jours ? Tous les jours, ouais, à part le samedi, j'ai juste un entraînement le matin. Et j'ai mon 1 jour et demi qui correspond à mon week-end, quoi. Voilà. Je vais te poser la même question. J'ai une question qui c'est plutôt pour toi, Marine. C'est une question de Véro France qui nous demande comment ressentez-vous la concurrence au sein de l'équipe ? Justement. Sans langue de bois. Non, sans langue de bois, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Mais pour le coup, on est une vraie famille. Déjà à l'INSEP et puis en équipe de France aussi. On est un cocon. On se connaît énormément avec les filles, en fait. Pour le coup. La gymnastique, c'est un sport précoce et on finit assez tôt. Et là, on a une année, on a des filles qui arrivent jusqu'à 23 ans, donc on se connaît. 23, c'est votre âge ? Ouais, c'est mon âge, c'est ça. Donc on se connaît très bien et en fait, on a essayé d'instaurer au sein de l'équipe de France une bonne ambiance. Pour le coup, on sait très bien qu'on est en concurrence. On est déjà assez en concurrence en compétition. Et au final, je trouve que même si on dit que la gymnastique, c'est un sport individuel, on est vachement en équipe et on s'est qualifié en équipe, donc ça reste pour moi un sport d'équipe. Et la concurrence, de toute façon, c'est un truc que vous vivez depuis peut-être pas 9 ans, mais peut-être pas l'âge de 9 ans, mais quasiment ça. Les éperviers et tout, on y avait. Ouais. Les éperviers, c'est quoi ouais, c'était un jeu qu'on faisait quand à l'athlé, quand t'as 9 ans, c'est très ludique, donc ils essayaient de trouver 2-3 ateliers un peu marrants à faire et c'est un petit jeu comme la balle aux prisonniers, quoi. Donc oui, la concurrence, on a connu ça depuis
depuis assez longtemps, hein, même dans la cour de récré où tu fais un peu de course et tout. Bon, c'est sûr que c'est pas la même aujourd'hui quand. Pas exactement la même chose quand même. Pareil, les enjeux sont pas les mêmes entre la cour de c'est... récré et le Stade de France cet été. Ouais, c'est entre celui qui va être à la maison, qui va regarder tout le monde à la télé et être dans un stade ou dans un gymnase. C'est sûr que c'est deux choses totalement différentes parce que comme un peu nos journées, tout tourne autour de notre sport et de notre pratique et c'est sûr que c'est très concurrentiel, quoi. Combien de temps par semaine pour la gym d'entraînement? Entre 26 et 32, ça dépend des périodes. Quand on est en période de compétition, c'est un peu plus court parce qu'on a moins d'entraînement pour essayer de récupérer un peu plus. Et sinon, environ 30 heures. Et c'est quoi? C'est des gammes? Quand je dis des gammes, le musicien, c'est de refaire les mouvements en permanence. Ah bah oui, surtout en préparation de compétition, tu fais que ça. Hein. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Ouais, pour le coup, tu fais vraiment que ça. Hein. C'est très dur. Enfin, pour le coup, moi, c'est les périodes avant les compétitions, je déteste ça. Mais je sais que c'est nécessaire après pour m'aider, donc je le fais. Mais c'est vrai que c'est pas très marrant de répéter à chaque fois son mouvement, pour le coup. Et surtout parfaitement. On essaie de le réaliser le plus parfaitement possible pour derrière que ce soit fait comme ça en compétition, parce qu'en compétition il y a plus de possibilités de tomber, de déconcentration. Donc voilà, on le travaille à l'entraînement et on lève la main à l'entraînement pour se préparer à la compétition. Deux questions dans le chat, c'est peut-être que je prenne des lunettes, je vais me rapprocher un petit peu. Mamiez, quels sont les objectifs pour les JO, pour les deux? Et la deuxième, on va faire les deux en même temps, à quel âge on rentre à l'INSEP? C'est peut-être pas la même chose pour les athlètes et pour les gymnastes parce que, entre guillemets, la maturité n'est pas la même, pas le même âge. On peut prendre avec votre expérience à vous, hein, c'est peut-être le plus simple. Alors nous, on rentre en 3e, donc on a 14 ans à peu près. On peut rentrer à partir de là. Parce que on est sur notre dernière année junior et à partir de 16 ans on peut commencer à faire les jeux, donc c'est vrai que c'est assez tôt. Et nous, le plus tôt que je connais, moi je suis rentré à 18-19 ans. C'est tard quand même, non? En fait c'est tard, oui et non, parce que vous c'est quoi la retraite en règle générale? C'est 25, 26? Ouais, non. Et ça dépend, hein. Alors il y a une Ouzbek, si j'ai bien vu. Ouais, non mais il y en a qu'une, elle a l'âge de ma mère. Elle voudrait faire ses 9e Jeux Olympiques. Ouais, non mais... À l'âge de 48 ans. Ouais, non mais... Ça vous tente pas? Non, ça, franchement, physiquement c'est tellement dur, je ne sais même pas comment elle fait. Non, parce qu'en fait elle a un enfant qui est malade. À l'origine, elle continue pour ça. Après là, je pense qu'elle veut battre des records et elle continue, mais à l'origine, elle faisait de la gym pour avoir de l'argent pour son enfant qui est malade. Donc voilà, et puis maintenant, oui, elle fait 9 Jeux Olympiques, mais je sais pas s'il y aura d'autres personnes qui vont aller jusqu'à là, parce que c'est chaud, hein. En gymnastique, de porter son corps comme ça. Après, elle fait que du saut, c'est un peu plus facile. Du saut, donc c'est quel agrès? La course, c'est les pistes rouges qui sont au milieu. Les pistes rouges qu'on voit juste derrière nous. C'est parfait, c'est impeccable. Petite chose par rapport à l'âge, j'ai peut-être lu n'importe quoi, mais il y a un sentiment de crainte qui apparaît peut-être petit à petit quand on est un peu plus âgé sur certains agrès. C'est pas de la crainte, c'est plus des douleurs partout. Enfin, physiquement, on tient de moins en moins, on sent que c'est plus dur, que les blessures, elles arrivent beaucoup plus facilement, et en fait, on vit avec des blessures au quotidien, quoi. Enfin, moi, je me réveille... Là, vous avez mal quelque part, là? Là, ça va, mais je me réveille, j'ai mal au dos, j'ai mal aux chevilles, je boite. Enfin, ça dépend des périodes, mais quand j'étais petite, je sautais de partout, je bougeais de partout. C'était beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que la gym, je pense, c'est un sport précoce, parce que nous, on est au meilleur des niveaux entre 16 et 20 ans. Et ça commence, et tant mieux, ça évolue. Mais plus t'es jeune, mieux c'est. Après, maintenant, on essaye d'adapter au mieux l'entraînement pour essayer de perdurer dans le temps, mais voilà, on vit avec des blessures quotidiennes. Est-ce que tu boites, Wilfried? Non, je boitais il y a un petit mois là, avec mon opération, mais un peu pareil. Nous, notre apogée, on va dire, c'est entre 24 et 30 ans, pour ceux qui ont de la chance. T'en as bien sûr t'as des exceptions qui
certains peuvent encore continuer après 30 ans. Mais ouais, l'apogée, c'est un peu plus tard que la gym du coup. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on rentre un peu plus tard à l'INSEP. Et en termes de douleur, non, moi ça va pour le moment. Bah, y a quand même 2 petits jeunes qui sont arrivés dans le groupe qui mettent la pression, Wassim et Benoît. Mais je vois qu'ils récupèrent pas comme moi, quoi. Une petite question dans le chat de Mamiez encore. Est-ce qu'on se fait des amis à l'INSEP malgré la concurrence et les envies d'être le ou la meilleure? Des amis? Oui, absolument. C'est une famille. Nous, à l'INSEP, déjà, nous, entre les gyms, on se côtoie. Les gyms mecs aussi, pareil. Donc, on vit ensemble. Donc, oui, forcément, on crée des amitiés. Et puis derrière, après, quand on rentre, on est forcément à l'école à côté. Donc, tu crées des amitiés là aussi. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord. Ouais, on va dire, c'est une bonne guerre, entre guillemets. C'est de la concurrence saine. Tout le monde veut être premier. Tout le monde veut la médaille d'or. Et ça n'empêche pas qu'on sorte dehors ensemble. Là, il n'y a pas longtemps, on est tous partis manger chez le coach. On a fait une raclette. J'ai le droit. J'ai le droit. On va parler de nutrition vers 19h30. Chez le fromager. La raclette, c'est autorisé pour... Oui. Ça dépend quand le même. mental, non, faut pas en faire tous les jours, bien sûr. Une tous les hivers, ça va. Ça va, Donc c'est le quota est fait. Là, voilà, fait. Son quota est fait. Et là, de toute façon, on part dans quelques jours en Afrique du Sud, donc on oublie la raclette. Pour la raclette, ça sera pas trop ça, quoi. Ouais, c'est pas trop les conditions. On parlait un peu, tu expliquais, je suis un peu cassé de partout, enfin j'ai un peu mal partout. La gestion du corps, évidemment, il faut être en forme dans... Alors là, c'est dans 8 mois, mais il y a d'autres échéances avant, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire aujourd'hui pour éviter toute forme de blessure, au-delà de l'entraînement, etc. Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ça, cette année, j'en fais pas? Du ski. Du ski, mais ça, il n'y a pas un sportif qui a le droit de faire du ski, je crois. C'est, à part les skieurs, c'est le truc où on peut le plus se casser quelque chose. Le ski, la Formule 1, j'imagine aussi, mais des choses... Qu'est-ce qu'on s'interdit? Je pense que c'est ne pas faire les choses dans les excès, quoi. Enfin, tout ce qui est soirée et tout, c'est... Donc c'est 23h. Ouais, voilà, 23h max après au lit, après les infos, comment ça gère. Non, faut rester sérieux et avec les objectifs qu'on a, et on sait que plus les années passent et plus la récupération est d'autant plus importante. Même si voilà, dès le plus jeune âge c'est important, mais avec l'âge, avec les traumatismes, parce qu'on n'a pas un corps neuf malgré tout, faut faire attention. Et si tu veux enchaîner ta semaine comme tu as envie de le faire ou comme le coach a envie de le faire, faut pas que tu fasses des trucs à côté, quoi. Donc ce qu'on s'interdit aussi, c'est peut-être ne pas louper les séances de kiné ou autre, parce que ça c'est un temps en plus des entraînements. Enfin, quand tu nous demandais tout à l'heure combien de temps on passait à l'entraînement, il y a ça plus les à côté, quoi. Donc aller au kiné, à l'ostéo, ça c'est du temps aussi qu'on doit consacrer à la récupération, qui je pense est primordial. Et voilà. Ouais, non, j'ai fini. Il n'y a pas de choses en disant je change de trottoir, etc. Ou non. Attention, quoi. Non, ouais, pas paranoïaque, quoi. Oui, non, ça va. Nous, on vit plus, hein. Mais oui, on fait attention tous les jours, mais Quand vous pensez aux jeux, là, c'est quelles images qui viennent? Les Jeux de Paris. Déjà, je pense à la cérémonie d'ouverture. Sur la scène, là. Ouais. Et les médailles après, en vrai. Mais non, aussi l'ambiance, je pense. L'ambiance qu'il va avoir autour de cet événement, je pense qu'elle va être incroyable. Olympique et paralympique, pour le coup. Ouais, clairement, moi, c'est l'ambiance, quoi. Que ce soit de la cérémonie d'ouverture jusqu'à dans les starts et même l'après, je pense que ça va être inoubliable. On va se prendre un souffle d'énergie et d'encouragement qu'on n'a jamais pu ressentir. Enfin, en tout cas, moi, parce que j'étais pas à Rio. Mais même à Rio, t'es pas chez toi, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu ressens un petit peu, même si on est avec toi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai vécu Bercy et je sentais une énergie différente. Ouais, tu vois. Donc, ça sera ouf, quoi. Pour le moment, sur la carrière, c'est plus de joie ou plus de frustration ou de moments durs, quoi? Parce que vous parlez des
des blessures, des résultats qui sont bons, mais finalement qui ne sont pas complètement sur ce que vous attendiez. Si vous faites en regardant un peu dans le rétroviseur, ça vaut le coup? J'imagine que oui, mais c'est pas tout rose quand même. Ouais, moi, il y a eu des frustrations après Tokyo parce que ça allait pas mentalement et physiquement, donc je voulais arrêter. Mais une fois que j'ai repris, je me suis dit, si je reprends, c'est pour la passion et le plaisir de la gymnastique. Donc maintenant, non, j'essaie de moins me prendre la tête, et vivre le jour, tout en pensant bien sûr au jeu. Mais j'essaye de pas trop me prendre la tête et ça marche. Donc non, je suis fière du parcours que j'ai et j'espère avoir, parce que c'est pas fini. Mais non, je suis pas frustrée. Je suis contente. Ouais, pareil. Je pense qu'on est tous plus ou moins, très, très durs avec nous-mêmes de base. Et c'est ce qui fait qu'on peut se rendre dans un stade avec des milliers de personnes en restant concentré sur son objectif. Je l'ai été beaucoup. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, la maturité, je relativise. Là, comme on a vu tout à l'heure, je finis 4e à Eugene. On retient la place de 4. Je retenais de base la place de 4, mais je ne retenais pas directement que j'avais amélioré mon record de plus d'1 seconde, ce qui est très rare en athlétisme, et que j'étais à quelques centièmes de seconde de Stéphane Diagana. C'est le record de France qui date de 30 ans. Donc, au fur et à mesure, et aussi avec l'aide de notre staff, on arrive à voir la beauté de la chose. Parce que c'est clair, le sport, l'athlé, en tout cas, c'est un sport c'est individuel. Il n'y a qu'un seul gagnant. Et le premier des perdants, c'est le deuxième. Donc on peut avoir deux visions. Soit on se ruine la vie et on se dit je suis nul, je suis pas premier. Ou soit on se dit cette année j'ai quand même grappillé des secondes. C'est pas mal pour la suite et j'ai que la vingtaine, quoi. Donc ma maturité n'a pas fini, mes capacités physiques n'ont pas cessé d'évoluer. Il me reste encore quelques années pour me donner le meilleur de moi-même, en sachant qu'on part pas tous du même niveau dans le sport. Tu as des mecs qui vont être très forts, très jeunes, et après qui vont être en pente descendante, parce que c'est des gars qui font déjà 1m80 à l'âge de 14-15 ans, tandis que toi, tu n'as pas eu encore ta croissance. Donc le temps que tout se règle, le temps que aussi tu bosses sur tes faiblesses et tes qualités, ça met du temps, et tu relativises. T'attends ton heure, on va dire. Deux petites questions. TKM et Véro France. TKM d'abord, est-ce que vous avez du temps libre malgré tout ça? Ouais, ça se trouve. Ça se trouve toujours. Ça se trouve. Moins en période de compétition, beaucoup moins. Et période descendante, un peu plus. Période descendante, Après la compétition, après les compètes, on a un peu plus de temps. Alors on a beaucoup parlé de gym et de l'athlétisme, c'est normal, parce que c'est quand même votre spécialité. Mais est-ce que vous avez des passions en dehors de... Moi, c'est mes cours. La passion pour être kiné? Ouais, franchement, la santé, c'est quelque chose vraiment qui me passionne. Quand je mets le nez dans un livre, c'est quelque chose où je peux rester des heures dessus sans m'embêter, et ça me coupe de la routine du sport. Et je pense que c'est important, en tout cas pour moi. Et franchement, regarder un film et se poser... On a beaucoup l'image du sportif de haut niveau qui est en forme toute la journée et tout, c'est faux, ça. Vous êtes crevé, quoi, le soir? Comment? Vous êtes crevé le soir? On est KO. On est KO de ouf. On est KO, donc se poser devant... La sieste, c'est... Ouais, grave, la sieste et tout, c'est trop important, et c'est pas à négliger. Alors, Paris, c'est l'objectif. Pour toi, Wilfried, il y aura peut-être Los Angeles aussi, 2028. Pour toi, Marine, c'est après Paris, c'est fini? Ouais, c'est bon. Ah, faut la motiver. Oh, 28 ans, un record de France. Après, c'est le Cirque du Soleil? C'était en 2021. Après Tokyo, au moment du ras-le-bol. Ouais, c'est ça. Je voulais changer et aller au Cirque du Soleil. Maintenant... Il y a des passerelles, il y a beaucoup de gyms énormément de gyms qui font ça. Disney aussi, ça peut être pas mal, mais non, du coup... C'est plus près. Ouais, c'est plus près. Mais non, je pense que j'aimerais arrêter complètement le sport et faire autre chose. J'aimerais bien faire une école de mode. Donc, d'accord. Voilà. C'est lancé, comme ça on sait. C'est lancé. L'objectif, c'est la médaille, évidemment, pour cet été. Ouais.
On vous souhaite le meilleur. C'est gentil. Et puis on sera là pour vous suivre. Vous savez quand vous commencez les compètes? Parce qu'on a parlé de la date du 26 juillet, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc vous serez derrière les porte-drapeaux ou le porte-drapeau. Mais après, les choses sérieuses commencent. Pour toi, Marine, ça sera quand? C'est le 28, je crois, ça commence. C'est 2 jours après la cérémonie. On part du principe que tu es dans les 5. Voilà. C'est 2 jours après la cérémonie, Donc il 2 me jours. semble. Et pour toi, Wilfried? Ouais. Non, je crois que c'est le 8 août, les séries. Ah ouais, oui, il y a la natation d'abord. Oui, il y a... Non, la première série, semaine. on est plutôt vers la fin, nous. Ouais. On est plutôt vers la Vous fin. êtes les stars un peu quand même. Bon, je sais pas si on est les stars, mais on essaiera de l'être en tout cas. Bon, merci beaucoup, merci à vous. On va recevoir dans un instant 2 autres invités, 2 autres athlètes qui espèrent également être présents pour les JO de Paris dans moins de 8 mois maintenant. Et merci à vous. On ne vous a pas trop décalé dans votre programme, ça va? Si, un petit peu? Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup? Pas du tout. Si jamais vous n'obtenez que l'argent au lieu de l'or, vous nous mettez tout sur le dos. Vous dites que c'est la faute de France Info. Ça marche comme ça? Pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne soirée à vous et à bientôt, j'espère. Merci. À bientôt. À bientôt. Bienvenue, c'est un peu la deuxième mi-temps. On a fait la première avec l'athlétisme et puis la gym. On va voir si on a une autre invitée. Il y a une chaise vide qui va peut-être se remplir tout à l'heure. Là, on est avec toi, Lisa Barbelin. Oui. Ouais. Si tu peux juste rapprocher ton micro. Tu as 23 ans. Ouais, 23 ans. Et alors, naturellement, quand on est gamin, on fait du foot. Oui. On fait, du handball, on fait de l'athlé, mais on ne fait pas du tir à l'arc. Toi, tu as choisi le tir à l'arc. Ouais, alors, comment ça s'est passé? C'est un sport de famille quand même. Enfin, si on demande à beaucoup d'archers, parce que c'est comme ça qu'on appelle des gens qui font du tir à l'arc, en général, c'est un sport de famille. Et moi, c'est mon cas, c'est mon oncle qui en faisait et qui m'a dit un jour, viens, on va s'éclater, tu vas voir, ça va être marrant. Et au final, maintenant, j'y ai mis toute ma famille. Et c'était à quel âge? J'avais 9 ans. 9 ans et alors c'est assez particulier parce que dès le début, alors on n'y est pas encore à Paris, mais dès le début, dès l'âge de 9 ans, tu as dit les JO c'est pour moi. Ouais, carrément. Je le sentais, je sais pas, comme un truc au fond de mon cœur que un jour ou l'autre j'allais y arriver et que je voulais faire les Jeux. C'était
C'était mon truc dès le début. Et là, autre question, est-ce que tu es qualifiée ou pas déjà ? À l'heure actuelle, non. Je fais partie des noms qui sont potentiels pour les Jeux, mais il reste des grosses sélections qui vont être en janvier pour déterminer qui seront les 4 qui feront la saison de Coupe du Monde des championnats. Et ensuite, on déterminera les 3 qui partiront aux Jeux. Donc tu le sais quand, à peu près ? Je le sais le 25 juin. Ah, le 25 juin. Donc Ouais. c'est pour tous, c'est pareil, quoi. A priori, c'est un mois avant la compète. Ouais, mais il y a déjà des sports qui sont qualifiés, mais nous, on fait partie des derniers. Ça a été le coup de foudre ? Avec le tir à l'arc ? Ouais. Ouais, carrément. Carrément, ça a été le coup de foudre, mais je pense que ça a été surtout le coup de foudre avec la compétition. C'est ça. C'était vraiment dingue. Je me rappelle, j'ai fait la première compète le jour de mes 10 ans et direct, des étoiles dans les yeux et c'est ça que je veux faire. T'as quand tu décris un petit peu le geste, un rapport un peu poétique. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu ressens, en fait ? Moi, je trouve que le tir à l'arc, c'est un peu comme une danse, je trouve. Et j'ai un mot que j'utilise beaucoup, enfin une expression que j'utilise beaucoup au moment où je lâche ma flèche, c'est que c'est un moment d'éternité. C'est un moment qui est immensément beau et d'une pureté infinie, j'ai l'impression. Et que quand je vais bientôt lâcher ma flèche, que tout est en place, il ne peut rien se passer d'autre. C'est juste l'instant qui compte, de la mettre au milieu et le reste, on s'en fiche. La cible, elle est à combien ? La cible, elle est à 70 mètres. Ça fait l'équivalent, pour les Parisiens qui savent un peu comment ça se passe dans le métro, c'est l'équivalent d'un 70 mètres, 2 heures en voiture. D'un quai de métro. Ouais, sinon 2 heures en voiture. Non, ça fait 70 mètres, pardon, excuse-moi. C'est un quai de métro. Un quai de métro, exactement. Donc, on se met sur un bout du quai, 70 mètres, c'est l'autre bout. Et la cible, elle a 70 mètres, mais elle fait quelle... Elle fait 122 cm de diamètre avec le jaune, donc c'est l'endroit qu'on essaye de toucher le plus régulièrement possible, qui fait 12 cm de diamètre le 10. Donc l'équivalent d'un CD à peu près. Et quand tu tires une flèche, on dit comme ça ou pas ? Ouais, on tire une flèche. Tu sais ? Ouais, je sais. Je sais exactement où est-ce qu'elle va arriver. Quand c'est bien fait, il ne peut pas y avoir d'autres solutions qu'elle aille en plein milieu. Sauf des fois, c'est vrai qu'on doit jouer avec le vent parce qu'on est un sport d'extérieur, donc il faut faire attention à la force du vent, l'orientation du vent pour pouvoir arriver à mettre notre flèche le plus au centre possible. J'ai une question, hein, c'est Kyrian77, je souhaite à Lisa d'être à nouveau en finale à Paris comme cet été. Alors cet été, c'était l'été dernier, j'imagine. Ouais, c'était l'été dernier. Et c'était sur quelle compétition ? C'était le test event de Paris. Ah bah oui, mais je suis bête, mais en plus, oui. Et donc c'était une compétition assez exceptionnelle parce qu'en fait, il y a eu 3 étapes de Coupe du Monde à Paris sur les 3 années précédentes où c'était assez dingue, mais là, c'était aux Invalides. Donc la finale se déroulait aux Invalides et j'ai réussi à me qualifier dans la finale. Et donc c'était demi et finale aux Invalides et c'était incroyable avec un public français qui était en feu, mais vraiment, il criait dans tous les sens et moi ça m'a donné tellement de feu dans le cœur pour aller décrocher cette médaille. Au final, je tombe au plus près de la première marche, mais avec une expérience de dingue. Aux Invalides, donc quand vous tirez, vous avez vu sur quoi ? Alors moi je suis gauchère, donc j'ai vu sur la Tour Eiffel. Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. C'est perturbant ou pas ? Moi je trouve que en fait on s'en fiche de l'endroit. Ce qui compte c'est juste l'instant de faire les choses comme je disais tout à l'heure, et surtout c'est le public qui sera derrière qui va faire toute la différence. Mais alors c'est un sport quand même de concentration quand même. Complètement. Je dis que c'est un sport de tête. Ça se joue 80% dans la tête. C'est-à-dire ? Eh ben, c'est vrai on s'entraîne beaucoup. Donc moi, je m'entraîne de 8h à 18h tous les jours. Donc c'est quand même très chronophage. Donc ça demande une musculature quand même assez travaillée, on va dire, au quotidien pour être sportif de haut niveau. Mais c'est surtout dans la tête. En fait, après une journée de tir à l'arc, après une journée où j'ai essayé d'être performante, je suis éclatée, j'ai mal au crâne, j'en peux plus. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que ça se joue 80% dans la tête. Et c'est 2000 flèches par semaine, c'est à peu près ça ? Là, on est un peu plus. On est à 2500 flèches par semaine. Et il y a une semaine, on était à 3000. Donc ça fait du gros volume. Des volumes que j'ai jamais fait de ma vie. Mais c'est ce qu'il faut pour préparer les Jeux.
Et bah, justement, à propos des jeux, là, plus un commentaire de Pepperpot75 qui nous dit c'est la magie des JO de pouvoir voir tous ces sports moins connus mais passionnants. Bah, ça, on le verra évidemment. Vous savez quand vous entrez en compétition? Alors, quand tu entres, pardon. je vais entrer, donc si je suis aux Jeux Olympiques, je l'espère, ce sera le 28, il me semble, 28 juillet où les qualifications commencent. Et le dernier tour des filles, donc la finale, sera le 3 août, il me semble. Alors, j'en viens à cette... merci franchement pour la transition, là, c'est parfait, parce qu'on parlait de la manière dont on ressentait les jeux tout à l'heure avec nos précédents invités. On parlait du compteur qui est à l'entrée à l'INSEP. Ouais. Voilà. Je sentais la question venir. C'était une passe décisive quand même. Là. C'est vrai. Toi, dans ta chambre, à l'INSEP, tu as un compteur, mais tu n'as pas le compteur de la cérémonie d'ouverture. Non, j'ai le compteur de la finale. Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas les jeux, c'est pas être au jeu. Ce qui compte, c'est remporter cette médaille que j'attends depuis si longtemps. Donc ouais, il y a 10 jours de plus sur mon compteur. Donc 10 jours de plus, on a combien de jours de la finale? Là, aujourd'hui, on doit être à 249. 249 jours. Ouais. Ça sera en journée, ça sera en nocturne? Je pense que ça sera en journée. D'accord, 249 jours. Merci beaucoup. Hop, j'avais une autre question en même temps. C'est une question de bien mise. Que pensent les athlètes des prix parfois dingues, des places pour certaines épreuves? C'est vrai qu'elles sont assez chères. Pour vous aussi, pour les proches aussi, vous avez on a de la chance avec le CNO. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on a 6 places qui sont pour chaque jour où on sera en compétition. Donc ça, c'est génial, mais j'ai acheté des places en plus parce que ma famille fait plus que 6 personnes. Et je tiens à ce qu'ils soient là ce jour si précieux. Donc ouais, j'ai dépensé pas mal d'argent pour acheter des places. Et je trouve que c'est assez cher, c'est vrai. Mais ça fait partie aussi de la beauté des Jeux. Enfin, c'est pas que le prix fait partie de la beauté des Jeux, mais c'est un événement exceptionnel qu'on n'aura pas l'occasion de revoir une autre fois. Et j'ai accepté de mettre le prix, mais 1000 fois en fait. Je le mettrai encore 1000 fois de plus pour voir un événement comme ça. On a parlé de votre quotidien, des 2500 flèches. Donc en gros, ça donne quoi, une journée Une journée type? Ouais. Alors on va commencer donc à 8h avec un échauffement. Ensuite, on passe sur courte distance. Donc on va tirer à 5 mètres pour emmagasiner de la technique. Donc ça va être tirer des flèches pour faire les choses correctement avec... à courte distance, donc sans voir l'impact de la cible, l'impact de la flèche en cible. Ensuite, on passe à 70 mètres, donc notre distance olympique, où là, on va tirer beaucoup de flèches et parfois on va compter, donc faire comme une compétition finalement. Ensuite, manger, on revient le midi, on revient après-midi, pareil, tout à 70 mètres, on finit la journée à 5 mètres, et après muscu ou cardio. Tous les jours? Tous les jours. Et parce qu'il y a des sports qui sont quand même un peu plus ludiques. Oui, complètement. On parlait du 400 mètres haies, ou même de la gym. Ouais. Il n'y a pas un effet de lassitude sur le tir à l'arc? Bien sûr, il y a un effet de lassitude, mais en fait, ce qui est difficile, c'est que vu qu'on emmagasine énormément de flèches et que c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, au bout d'un moment, on fait les choses un peu machinalement, sans trop réfléchir. Et c'est là qu'on devient moins performant. Et donc, moi, je trouve que c'est ce genre de moments qui font que la discipline est belle. C'est que, on se lasse, et du coup, on commence à faire la même chose. En cible, on commence à en mettre partout. Ça n'arrive plus dans le jaune. Et donc, c'est là le tilt de « Ah oui, là, je suis en train de faire les choses un peu bêtement, un peu comme une machine. » Donc je remets les choses, tac, je remets la pièce dans la machine, je kiffe ce que je fais maintenant et ça va revenir tout de suite. Ça t'est déjà arrivé depuis le début de ta carrière? Parce que tu es jeune, tu as 23 ans, mais... Ouais, ça m'arrive. Souvent, là, je suis dans cette période-là parce que c'est l'hiver, parce qu'il n'y a pas d'échéance. Et moi, je marche à l'échéance, à l'adrénaline. Donc là, il n'y a pas de compète. On enchaîne. Donc forcément, je commence à tirer un peu machinalement. Et là, aujourd'hui, par exemple, mon coach qui me dit « Bon Lisa, là, est-ce que tu ne serais pas dans ta période où tu enchaînes et tu fais
un peu fille du reste. Oui, c'est le cas. Donc il faut remettre un peu de rigueur et c'est reparti. On remet la pièce. Mais un petit peu moins, ça donne quoi? C'est au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, sur une journée sans flèche parfaite, c'est quoi? C'est 90, 95? Ouais, 90, 80, 90%. Ouais. Et ça, c'est rédhibitoire. Ça, c'est la finale olympique, on l'oublie. Non, je pense qu'on ne l'oublie pas. C'est juste que si on garde cet état-là à 90% pendant trop longtemps, bah, on perd du temps. On perd des flèches qui sont hyper importantes et décisives pour le jour J. Donc il faut arriver en permanence. Il faut arriver en permanence à repartir. Mais je pense que c'est comme dans tous les sports, quand on fait toujours la même chose, ou même les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais il faut réussir à remettre cette petite pièce pour repartir avec du plaisir, parce que c'est l'essence même finalement, c'est prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Là, il y a eu donc, le test event cet été. Ouais. Il y a eu quoi comme autre rendez-vous important en attendant l'apothéose, qu'on espère? En attendant là cette année ou l'année suivante? L'année qui vient de s'écouler. Et ben, l'année qui vient de s'écouler, c'est la première fois que l'équipe de France féminine ramène une médaille d'argent en championnat du monde. Avec Caroline Lopez et Audrey Adisseum, on fait vice-championne du monde par équipe. Donc c'était vraiment dingue parce que c'est jamais arrivé. Et on est un peu rentré dans l'histoire ce jour-là. Et donc il y a eu ce moment-là, il y a eu les Jeux européens aussi, où on fait une médaille d'argent. Et puis le test event de Paris. Oui, des raisons d'avoir le sourire quand même. On a Carrément. parlé de la médaille de bronze au championnat du monde de gym. Ouais, de gym. 70 ans que c'était pas arrivé. Exactement. Médaille d'argent en tir à l'arc, jamais arrivé. Bon, l'athlète, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ils seront là le jour J, je suis sûre. Il y a le sport, mais il n'y a pas que le sport pour toi. Non, il n'y a pas que le sport. Même une année olympique? Même une année olympique, je ne fais pas beaucoup. Donc je suis en licence de chimie à Sorbonne Université. La chimie peut sauver le monde? Oui. C'est ce que tu penses? Ouais, complètement. Je te laisse... Ouais, du coup, je suis en licence de chimie. Et là, avec cette année un peu spéciale, et qui est quand même l'année de ma vie, finalement, parce que je veux les gagner, ces jeux. Et du coup, j'ai décidé de faire un tout petit peu de cours, pas beaucoup. Donc, tu fais quand même des cours? Ouais, tout à distance. Parce que j'ai la chance d'avoir des profs exceptionnels à la Sorbonne et qui sont toujours OK pour déplacer un cours, déplacer un examen, pour que ça soit possible pour moi. Et donc, c'est grâce à ça que c'est possible. Et ouais, carrément, la chimie peut sauver le monde. J'en suis persuadée. L'objectif, c'est après, il y aura les jeux, il y aura peut-être encore d'autres jeux. Ouais, c'est possible parce qu'une carrière en tir à l'arc... Ça peut aller longtemps. Ouais, c'est pas comme en gym où on doit... Non, on peut aller jusqu'à facilement 30 ans. 30 ans? Ah oui, donc ça laisse... Ça laisse encore 7 ans, un peu plus. Donc Paris, Los Angeles et peut-être un petit bonus encore. Peut-être un petit bonus, je sais pas. J'avais une petite question sur la suite. Ouais. Après Paris? Ouais. Donc la chimie, la licence, c'est pour faire quoi après? Voilà. Ça, c'est compliqué. C'est une question hyper compliquée pour moi parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et donc, je pense que la chimie va peut-être me servir pour sauver le monde, pourquoi pas. J'aimerais bien un travail soit dans le développement durable, soit pour créer des médicaments qui sauvent des gens. Mais ça, je ne sais pas encore. Mais aussi, je suis une très grande littéraire. J'aime beaucoup les livres et j'ai en tête d'écrire un livre pour enfants qui parle de mon parcours de sportif de haut niveau à travers les yeux d'une petite fille pour dire que tout est possible, qu'il suffit juste d'avoir des grands rêves et de les suivre coûte que coûte. Et j'aimerais beaucoup avoir des enfants et être une super maman. C'est possible avec une carrière? Ouais, je pense que c'est possible. En parallèle de la carrière? On a vu que alors ça, c'était quelque chose, il y a 20 ans ou 15 ans, c'était après la carrière pour une femme. Complètement. Ça change quand même. Ça change, ça évolue, et dans le bon sens. Je trouve Clarisse en est un très bel exemple. Clarisse Agbeguignou. Exactement. Ou Cléopâtre Darleux aussi, qui est un super exemple. Et j'espère faire partie de ces femmes qui auront la chance de pouvoir faire les deux. Mais pour l'instant, au tir à l'arc, c'est jamais arrivé, en tout cas en France. Donc j'espère que je pourrais dire bah ouais, je suis une super maman, je suis là pour mes enfants, mais aussi je suis là pour faire des médailles à l'international,
pour l'instant, la question ne se pose pas, mais j'espère qu'un jour, elle se posera. Un message dans le chat d'Alexandre. Coucou Lisa, un peu de vacances à Noël en Lorraine quand même. C'est prévu, il y a un petit arrêt. Vous avez le droit quand même de un petit arrêt, ouais. Il y a 3 jours à Noël et 3 jours à Nouvel An. Donc pas beaucoup de vacances, mais un petit peu quand même. Et je pense que Alex, ça doit être... Alexandre, j'imagine que c'est Alex, un ami très cher de la famille. Donc, vous pouvez lui faire coucou, hein, faut hésiter. Et oui, quelques jours de vacances à la maison qui vont être très ressourçants. 8 mois, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'on peut changer quelque chose en 8 mois ? Ouais, complètement. On peut changer quelque chose en 1 semaine. Ça, j'en suis persuadée. Sur un geste, ouais, complètement. Moi, c'est un truc de dingue. Dès que j'ai confiance en ce que je fais, même si c'est un truc nouveau, que je l'ai intégré, que j'ai réfléchi à comment ça fonctionne au niveau de mon corps, tout bêtement, c'est comme si c'était magique. Mon cerveau dit à mon corps, non, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant, et il faut changer le truc. Et du coup, 8 mois, c'est beaucoup, parce que ça fait beaucoup de flèches tirées, finalement, puisque j'en tire beaucoup par semaine. Mais c'est court vis-à-vis de l'échéance qui arrive tellement vite, du peu de compétition qu'on a jusqu'à l'échéance, jusqu'au jeu. Donc il va falloir être prête à chaque rendez-vous, donc à chaque Coupe du Monde, à chaque championnat, pour pouvoir monter sur la plus haute marche à chaque fois, je l'espère, mais c'est quand même compliqué. Et surtout au jeu. C'est une question un peu de profane. Mm-hmm. Pas s'énerver, hein. Mais changer quelque chose. Ouais. De l'extérieur, quand on regarde... ça fait rien. Un archer à côté, on a l'impression qu'ils font la même chose. Qu'est-ce qu'on peut changer dans un... On peut changer beaucoup dans la fluidité du mouvement, par exemple. D'en faire en sorte d'être le plus doux et le plus fluide possible dans ce qu'on fait, surtout au moment où notre viseur est dans le 10. Donc notre viseur, on le pose dans le jaune, et c'est ce moment qui est hyper important. Parce que si on bouge un tout petit peu, si c'est un petit peu crispé au niveau du coude de derrière qui tracte, et ben là, tout peut se casser. Donc ça se voit pas à l'œil nu, ça se voit par exemple avec mon entraîneur qui a des années et des années de bouteilles, forcément, lui, il va voir ces petits trucs qui changent. Mais c'est vrai que si on regarde à la télé, on a l'impression que tout le monde fait la même chose. Par rapport à ces 8 mois, c'était la même question que je posais tout à l'heure à nos invités précédents. C'est être en forme le jour J, ouais. Et le risque de la blessure qui peut paralyser une carrière, parce que c'est quand même un rendez-vous tous les 4 ans. Donc c'est 2 chances dans une vie, en gros, à peu près. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Ouais, c'est ça. C'est dingue, hein. C'est dingue de faire ça. Tous les 4 ans, faut être un peu maso quand même, ouais, c'est clair. Tous les 4 ans, tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu fonces quand même à l'entraînement comme un taré pour essayer que ça fonctionne le jour J, et c'est ça la beauté du sport. Est-ce qu'il y a des choses... est-ce que déjà, il y a des risques de blessure ? Ouais. Est-ce qu'il y a des... Ouais, il y a des risques de blessure. La répétition du geste ? Ouais, au niveau du bras, toujours, c'est le bras de derrière. Enfin, très souvent, c'est le bras de derrière. Et au niveau de la répétition, parce que vu qu'on emmagasine beaucoup de flèches, avec toujours le même mouvement, la même gestuelle, à un moment ou à un autre, les muscles et surtout les tendons sont fatigués. Un Nono qui nous dit « Tu es trop forte, Lisa ». Trop mimi, merci. Et est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez de faire ? Ouais. Là. Ouais, complètement. Je vais pas au ski avec ma famille. Ça fait Le ski, ça revient souvent. Je pensais vraiment que c'était le truc, mais totalement interdit. Ça vous arrive hors période olympique, hors année olympique, pardon. Un petit peu de ski Un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et là, je crois que depuis que je me prépare pour les Jeux de Tokyo, donc ça fait plus longtemps encore, j'ai pas rechaussé des skis. Parce que déjà, je suis un peu casse-cou. C'est difficile de se limiter. Ouais, carrément. Moi, je veux juste faire un truc tout droit et aller le plus vite possible. Et du coup, le risque de blessure arrive forcément. Et donc, ski, c'est non, interdit. Donc là, ma famille va partir au ski et moi, je les regarderai. Donc 2021, depuis 2021, plus de ski. Ouais. Et peut-être en 2025 alors. Peut-être en 2025. Pas sûr. Mais pas sûr. Ouais, ça peut tellement détruire une carrière
que je préfère éviter. Parce que ça ne revient pas sur le bras, c'est une fracture du bras ou quelque chose. Ouais, c'est vraiment compliqué de revenir. Et puis, c'est possible, bien sûr, c'est possible, mais c'est compliqué. Et en fait, il y aura plein d'autres moments pour aller skier, c'est pas grave. Une carrière, c'est un peu plus court. Alors, au-delà du ski, parce que c'est quand même un peu à part, est-ce qu'il y a d'autres choses Non, franchement... Vous freinez? Franchement, non, je crois pas. J'essaie de... Non, il n'y a rien. Je regarde, je cherche, mais... Non, je pense pas, à part le ski. Je me fais un peu taper sur les doigts là, par Kyrian 77. Je me permets de redemander quand est-ce qu'elle saura si elle est qualifiée pour les JO. Je crois que c'est... On l'a dit tout à l'heure. Ah, ouais. Merci de prendre ma défense quand même. Le 25 juin. 25 juin. Ouais. Donc, ça sera quelle compétition? Ce sera la fédération qui décidera. Ah d'accord, c'est même pas... Le 25 juin, ouais, c'est ça. Mais du coup, ce sera pris en compte sur toutes les compétitions de l'année. Et vous êtes combien en compétition? On va être 4. 4 filles, places 4 garçons pour 3 places. Pour 3 places, 3 places. D'accord, ouais. Donc il y a quelqu'un qui va partir. Il y a quelqu'un qui va sauter. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, ça, dans des compétitions? Pour l'instant, non, je ne crois pas. J'ai même déjà été... j'ai déjà fait partie... été la 4e de l'équipe et qu'on me repêche. Donc ça, c'est assez difficile parce que c'est mes copines devant et j'avais l'impression de leur prendre leur place. Mais... Et là, non, c'est jamais arrivé encore. Peut-être que ça arrivera et il faudra réussir à rebondir. Vous êtes combien à l'INSEP? On est 6 filles, 6 garçons. Et c'est une petite communauté Ouais, c'est une petite famille. Mais vous êtes, les autres athlètes, vous les côtoyez ou... Parce que ouais. la dernière compétition, pour vous, c'était où? C'était le Test Event de Paris. De Paris. Et avant, il y avait les Jeux européens, par exemple, où il y avait plein de sportifs de l'INSEP. C'était en Turquie, non? C'était en Pologne. En Pologne, pardon, c'est pas à côté. Mais les autres... Les autres sportifs de l'INSEP, nous, au tir à l'arc, faut quand même avouer qu'on est un peu des ours. On reste beaucoup entre nous, même beaucoup, beaucoup. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sportifs de l'INSEP dans d'autres événements qu'à l'INSEP. Donc c'est assez bizarre. Par exemple avec l'armée de champions. Donc je fais partie de l'armée de champions et ça c'est un super endroit pour rencontrer plein de gens, que ce soit de l'INSEP ou d'autres milieux différents. Avec un de mes sponsors, la Française des Jeux aussi, où on fait des regroupements avec tous les sportifs qui sont sponsorisés et où on peut rencontrer plein de gens. Donc c'est sur ce genre d'événement que je rencontre des sportifs de l'INSEP. C'est assez bizarre. Je vais vous libérer, j'ai une petite question quand même. Quand vous imaginez les Jeux à Paris, ouais. Parce qu'il y a le compteur, ça on a compris, 149 jours, mais il n'y a pas que ce compteur. Non, bien sûr. Pas que ça que vous visualisez. Non, bien sûr, ça c'est juste un moyen de tous les jours être dans le truc. Mais en fait, les Jeux, c'est un grand rêve éveillé et de les vivre, en tout cas, c'était dingue parce que j'ai fait ceux de Tokyo, j'ai eu la chance de les faire et c'était incroyable de se retrouver dans un endroit où tous nos rêves d'enfants, donc moi c'était par exemple un truc tout bête, mais c'est juste d'avoir les anneaux olympiques un peu partout. C'était assez dingue. Et du coup, les Jeux à Paris, ça va être ça, mais en puissance 10, parce qu'en plus, tous les gens parleront français. Les Jeux de Tokyo, il n'y avait personne à cause du Covid, et là, il y aura plein de monde. dont beaucoup, je pense, crieront pour nous, pour les athlètes français. Et les Jeux à Paris, c'est le rêve d'une vie, le rêve de ma vie. Justement, par rapport à l'ambiance, parce que vous êtes dans un sport un peu plus confidentiel. Oui, complètement. Le Test Event à Paris, ça a dû faire un... Ça a fait un choc, hein. Ouais, ça a fait un choc parce que on fait partie des sports pas très médiatisés quand même. Et c'est dommage parce que c'est un très joli sport où on fait donc il y a peu de gens qui viennent nous voir. Enfin, souvent c'est des gens qui sont internes à la discipline, donc c'est des archers. Et là, je pense qu'à Paris, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas du tir à l'arc au départ. Mais alors de se retrouver dans une arène, donc une arène de Coupe du Monde. Il y avait combien de personnes ? Il y avait, pour moi ça me paraît énorme, mais il y avait 1000 personnes. Et au jeu, il y en aura 8000 dans les tribunes. Et là, de voir tous ces gens se lever quand on rentre dans l'arène et crier
Donc crier pour la France, crier pour moi, parce que j'étais dans l'arène ce jour-là, et pousser à chaque flèche pour que tout se passe bien, c'était vraiment incroyable, et c'était 1/8 de ce qui se passera au jeu. Donc je peux pas attendre jusqu'au jeu, en fait, j'ai trop envie d'y être. On vous souhaite le meilleur, évidemment, pour avoir la médaille d'or, parce que c'est je l'espère. Le rêve d'une vie. Si on n'a pas un tonton qui nous propose de faire du tir à l'arc, on fait comment alors ? Quel conseil vous donneriez Eh ben, il y a plein de clubs en France, partout en France, qui ont tous des structures plus ou moins des structures différentes, oui, mais il y a des gens compétents partout. Et donc ça, c'est la première façon de faire du tir à l'arc. Mais il y a aussi des façons beaucoup plus confidentielles d'acheter une cible chez Decathlon, par exemple, où ils vendent tout la tiraille, pour faire du tir à l'arc. Des flèches en plastique, non ? Exactement. Ouais. Et en fait, de s'amuser chez soi, en fait, parce qu'il n'y a pas que le tir à l'arc en club ou le sport en club, il y a aussi le sport loisir à la maison, tout bête, le dimanche après-midi avec sa famille, de faire du tir à l'arc, c'est chouette aussi. Une dernière chose, mais c'est Kyrian77 qui nous dit merci en tout cas pour la réponse. Ça, c'était par rapport à la date de qualification et pour la gentillesse de Lisa. Elle est très intéressante à écouter. Merci beaucoup. Exactement. On va parler de nutrition dans quelques instants. Est-ce qu'il y a un régime particulier au tir à l'arc? Ouais, pas trop. Pas trop. Vous avez un petit peu de chance quand même par rapport à ça. On a beaucoup de chance. C'est vrai. On peut manger comme on veut, mais c'est vrai que moi je fais attention à manger pas trop gras pour pas être une grosse patate et me sentir bien dans mon corps. C'est plus personnel. Exactement. Ça influe absolument pas sur la performance. Ça influe pas du tout. C'est une discipline tellement mentale que tout influe sur la performance, mais bien sûr, tout influe. C'est vrai à ce moment-là, oui, tout influe, mais en tout cas, prendre du poids n'a pas vraiment de conséquences sur la performance. D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci. La date de la finale, on a dit, c'est dans 249 jours. Exactement. Les invalides. Donc, en face du pont Alexandre III. La cible sera pile en face du pont Alexandre III. Et donc, si on ferme l'œil gauche, on aura la Tour Eiffel. Si on ferme l'œil droit. Si on ferme l'œil droit, on aura la Tour Eiffel. En fait, le tir à l'arc, c'est pas face à la cible. C'est moi, je suis dans ce sens-là. Donc, vous êtes un petit peu en biais par rapport à la cible. Je suis complètement de travers, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai la Tour Eiffel à gauche. Bon, on vous souhaite l'or. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous souhaitez depuis l'âge de 9 ans, quand même. Hein. Je l'espère, ouais. Mais au pire, c'est pas très grave. J'aurais fait de belles choses. Ouais. Merci beaucoup pour votre gentillesse et puis pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. Merci beaucoup. Et rendez-vous fin juin pour la qualif. Pour la qualif. Et début août pour la médaille. Pour la médaille. Dans 249 jours, très précis. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On va changer un petit peu de registre. On va parler de nutrition pour les sportifs. Et puis, on va remercier tous nos sportifs qui sont venus nous accompagner depuis le début de cette émission.
On est de retour, on est toujours à l'INSEP pour préparer ces Jeux, parce que c'est dans 8 mois. Alors on a eu des athlètes qui nous ont un peu expliqué leur expérience et puis leurs sentiments. On voit qu'il y a beaucoup d'ambition et beaucoup d'attentes évidemment par rapport à ce rendez-vous. Là maintenant on est avec Ève Thiollier. Bonsoir. Bonsoir. Chercheur en nutrition. Exactement, je travaille au laboratoire sport expertise performance de l'INSEP. Alors, juste une petite question. On a parlé tout à l'heure de la raclette. C'était Wilfried Appiau. J'ai vu que ça vous a fait légèrement sourire. Pour lequel c'est pas le plat idéal, quand même. Certes. Je pense qu'il ne faut pas être expert pour le comprendre, mais ça fait partie de l'alimentation qui lui fait plaisir. J'imagine qu'il n'en mange pas tous les jours. Donc, à partir du moment où ça reste raisonnable, bien sûr. Écoutez. Depuis combien de temps on s'intéresse vraiment à la nutrition pour les sportifs ? Depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est que maintenant, initialement, on s'intéressait surtout à la nutrition pour les sports d'endurance, je dirais, notamment tout ce qui était au niveau scientifique. Et là, on s'intéresse plus à toutes sortes de disciplines, en fait. Donc, je dirais que c'est plus ça qui a changé, mais on s'intéresse quand même à la nutrition du sportif depuis longtemps. Ouais. Il y a une différence d'incidence entre un sprinter et un marathonien. J'imagine que évidemment c'est pas le même régime alimentaire, mais sur la performance. C'est pas du tout les mêmes sollicitations physiologiques, ça va pas être le même entraînement, donc oui, il y a des différences forcément. Vous voulez dire en termes d'alimentation ? Oui, en termes d'alimentation. Ouais, en termes d'alimentation, oui et non. On va dire que les grandes lignes vont être les mêmes, même pour monsieur et madame tout le monde, d'avoir une alimentation. Alors ici, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Self, mais on est arrivé après. On est arrivé à 14h. Il y a des panneaux. On a le système CAP, CAP sur la performance. Donc pour CAP, on verra qu'il y a plusieurs P. Pour justement donner des recommandations. Alors le C, ça sera pour plutôt construire, réparer les muscles. Donc on va avoir besoin de tout ce qui est source de protéines, végétales, animales. A, c'est pour approvisionner, donc les sources d'énergie. Donc là, les sources de glucides. Alors avec les féculents, mais les féculents, ça va pas être que des pâtes. C'est quelque chose d'important. Ça, c'était l'image manger des sucres lents. Oui, manger et même c'était pour beaucoup manger des pâtes. Mais c'est vraiment important de pouvoir diversifier les apports. C'est vraiment un point. Et notamment les féculents. De manger que des pâtes. Ah oui. Il faut manger, il y a du riz, toutes sortes de riz, des pommes de terre, des patates douces, des légumes secs, du quinoa, de la polenta, du sarrasin, de la châtaigne. Donc, il y a vraiment une grande diversité de féculents. Et on a souvent tendance à avoir cet aspect réducteur. Donc ça, c'était pour le A, sur l'aspect approvisionné. Et le P, donc CAP sur la performance. Le P, ça va être tout ce qui est protection. Protection, donc là, ça va être beaucoup les végétaux, les fruits, les légumes, les épices, les graines, les oléagineux, les herbes aromatiques. Donc là, on va vraiment être sur limiter tout ce qui est stress oxydant, enfin en tout cas l'excès, limiter l'inflammation, maintenir un système immunitaire performant, maintenir un écosystème digestif aussi performant. Donc ça, c'est aussi... on a eu tendance à réduire l'alimentation du sportif à cet aspect énergétique. Prendre du carburant, quoi. Voilà, carburant. Mais il y a tout cet aspect protection qui est vraiment important et qui est maintenant beaucoup plus pris en compte. Et je vous disais, dans ce système CAP, il y a plusieurs P, parce que justement, il y a le P de protection, mais il y a aussi le P de plaisir. Parce que c'est important, on parlait de la raclette, donc c'est important d'avoir cette composante-là dans l'alimentation, en tout cas d'avoir une alimentation qui va apporter de la satisfaction, parce que avant tout, les sportifs sont des personnes, et sur le long terme, on a besoin de se faire plaisir dans son alimentation, c'est sûr. On peut pas être toujours dans la restriction, les contraintes, la frustration, donc ce plaisir est important. Et le dernier P, je dirais que c'est le partage, parce qu'une bonne alimentation est aussi une alimentation qui doit permettre d'avoir ça ne doit pas être un frein à la vie sociale.
On ne doit pas se couper parce qu'on est sportif de haut niveau. Donc, Exactement. Sportif de haut niveau, il y a beaucoup de contraintes, c'est difficile, il y a du stress, c'est fatigant. J'entendais qu'il disait qu'il s'était fatigué à la fin de la journée. Il était cassé. Exactement. Dès la mi-journée. Donc c'est important de pouvoir avoir cette composante sociale là. Alors il y a à peu près 500 athlètes là à l'INSEP, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a 500 régimes alimentaires différents ou pas? Non, donc il y a des grandes lignes. Alors les grandes lignes que je vous ai dit, c'est les mêmes, une grande diversité, ça c'est un point important, une grande diversité végétale aussi. Donc il y a des grandes lignes qui vont être les mêmes pour tout le monde. Ensuite, vous avez parlé entre sprinteurs et marathoniens, il va y avoir la sollicitation physiologique. Nous, en termes de recommandations aussi, on s'appuie sur le gabarit. Donc en fonction du gabarit et de la sollicitation physiologique, les apports vont être différents. Et après, il y a ce dernier niveau qui est le niveau individuel où il peut y avoir l'expression ou pas de troubles fonctionnels. Je suis tout le temps fatiguée, je me blesse de manière récurrente, je suis un peu malade, j'ai des problèmes de fer. Tout ça, ça va être des situations individuelles qui vont faire qu'on va effectivement avoir une alimentation vraiment spécifique. Mais on va quand même, malgré tout, retrouver des grandes lignes chez quels que soient les sportifs. Donc ils viennent vous voir? Ils vous disent je me sens un peu fatigué. Alors, et vous dites qu'est-ce que tu manges? En général, exactement, c'est ça. On n'a pas des sportifs qui sont naturellement, enfin il y en a peu, qui sont naturellement intéressés par le contenu de leur assiette. C'est-à-dire qu'ils vont être très portés sur la foulée, sur des choses comme ça, mais ce qu'ils mangent, ils estiment que ça ne fait pas partie de la performance. La plupart du temps, sauf à partir du moment où il va y avoir un point d'appel. Alors ce point d'appel-là, il peut être... Alors très souvent, c'est la composition corporelle, perte de masse grasse, prise de masse maigre, masse musculaire. Donc ça, c'est le plus souvent, ça va être l'élément, la situation qui va faire que le sportif va se pencher sur le contenu de son assiette, ou on va en tout cas s'y intéresser. Mais il y a aussi la fatigue récurrente, il peut y avoir une blessure, des blessures à répétition, il peut y avoir le fait de ne pas performer. Enfin, il faut un élément qui va rendre le sportif ou la sportive réceptif en fait à son alimentation, qui va lui faire se poser la question sur sa situation actuelle en disant en ce moment je perfe pas, ou je suis tout le temps malade, ça va pas, il faut que je change des choses. Et là, parmi les choses qui peut changer, il va y avoir l'alimentation. Donc c'est dans ce cadre-là où il y a aussi des sportifs qui peuvent venir nous voir pour voir s'il y a quelque chose à faire. Une petite question dans le chat, c'est KLCM qui nous dit la bière pour éviter les courbatures. Est-ce que c'est une légende? Oui, je pense que c'est une légende. C'est aussi bien que la raclette, a priori? Non, la bière, c'est vrai que on en parle beaucoup pour la récupération. Mais alors, moi, il y a une étude que j'aime bien, et que je montre assez souvent. Donc, c'est une étude qui a été faite sur l'hydratation. Dans les études sur l'hydratation, on commence toujours par déshydrater les sujets à hauteur de 2%, donc c'est-à-dire qu'ils perdent 2% de leur poids. Et ensuite, on les réhydrate, on restaure un petit peu plus de ce qui a été perdu. Donc là, en l'occurrence, dans cette étude, ils avaient bu un peu plus de 2 litres de bière. Et on regarde 4 heures après où en est la balance hydrique. Et ils ont vu que dans cette étude, ils montrent que les sujets, en l'occurrence, étaient dans le même état de déshydratation 4 heures après que lorsqu'ils ont arrêté l'exercice avant de boire. Parce que la bière, c'est diurétique. L'alcool, c'est diurétique, donc ça va stimuler la production d'urine. Donc on boit et on va faire pipi derrière. Donc ça va pas être favorable pour la récupération du tout au niveau hydrique. Et il parlait de courbatures. Aussi, la bière, enfin l'alcool, va limiter les synthèses protéiques. Donc ça va pas du tout aider pour les courbatures. Alors pas du tout. Est-ce qu'il faut manger différemment en fonction de la température, en fonction de la proximité d'une compétition, en fonction des facteurs extérieurs, ou finalement le régime alimentaire d'un sportif, qu'il soit de haut niveau ou amateur plus, il doit être à peu près le même? Il va falloir, disons qu'on a une grosse base qui va rester similaire, mais par contre, il y a effectivement la température. Bon, là, en l'occurrence, on va parler surtout de la chaleur. Nous, ça a été les enjeux des derniers Jeux. À Tokyo, là, à Paris, il risque de faire un petit peu chaud aussi.
Donc c'est une question qu'on s'était posée. Forcément, on se rend bien compte que quand il fait chaud, on transpire plus. Donc quand on transpire, donc déjà au niveau de l'hydratation, il va falloir ajuster les volumes hydriques. Et dans la transpiration, on va perdre aussi des éléments, des électrolytes. Donc ça aussi, il va falloir assurément pouvoir compenser dans l'alimentation toutes ces pertes-là. Donc il faut manger plus très qualitatif. Là aussi, on va retrouver beaucoup de végétaux. Les végétaux qui vont nous amener du potassium, des éléments qu'on peut perdre dans la transpiration. Et après, on va surtout, nous, on s'est intéressé beaucoup à cette composante hydrique, on va dire, et puis exercice en chaleur. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une grosse variabilité interindividuelle. C'est-à-dire que vous prenez des sportifs, vous leur faites faire le même entraînement dans les mêmes conditions climatiques. En termes de transpiration, il y en a qui vont perdre un petit peu moins d'1 litre, et il y en a qui peuvent perdre 3 litres et demi, pour vraiment les mêmes conditions climatiques. Donc il y a vraiment une composante individuelle qui est importante. Et en ça, c'est important vraiment de se connaître pour pouvoir adapter sa stratégie hydrique. Parce que si on donne des recommandations théoriques, pour certains, ça va être trop. Donc, on le voit, il y en a qui boivent trop. Nous, alors c'est un test qui est assez simple, en plus ça tout le monde peut le faire parce que ça coûte pas d'argent et ça fait pas mal, c'est pas invasif. Pour savoir combien on perd en transpiration, il y a la méthode de la double pesée. Donc avant l'exercice, je vais vider ma vessie, hop, je me mets en petite tenue. Donc nous, quand potentiellement on le fait là, on met la balance dans les vestiaires, comme ça ils peuvent se peser nus, mais en tout cas un minimum en sous-vêtements. Ensuite, je m'entraîne comme d'habitude, je bois comme d'habitude. À la fin de l'entraînement, je prends soin de bien me sécher. Je mets dans la même tenue vestimentaire, je me repèse, je vois le delta. Et en gros, ça me permet de voir mon déficit hydrique, combien j'ai perdu en transpiration. Alors, pour savoir exactement combien j'ai perdu en transpiration, il faut en plus que je pèse. En fait, il faut savoir ce que j'ai bu. Parce que, donc, j'ai le delta entre mon poids avant et mon poids après. Mettons 1 litre, enfin 1 kilo, ce qui fait 1 litre. Si j'ai bu 1 litre pendant mon entraînement, ça veut dire que j'ai transpiré 2 litres. 2 litres. Voilà. Et c'est là où, je vous dis, on s'aperçoit que sur un entraînement, pour les personnes des sportifs qui vont faire le même entraînement, on a une variation de 1 à 3. Et c'est là où c'est important de savoir si on est quelqu'un qui transpire beaucoup ou si c'est quelqu'un qui transpire peu. Nous, on fait ça dans des collectifs aussi. Ça nous permet de voir ceux qui sont les plus à risque de déshydratation, de déficit hydrique. Parce qu'il y en a, c'est pas un sujet. En fait, ils perdent assez peu. Et ça dépend de l'âge ou pas? C'est vraiment la morphologie, quoi. Il y a la morphologie aussi. Ça peut dépendre de l'âge chez les jeunes. Mais on va dire que nous, dans la population qu'on a, c'est assez... Vous êtes avec des jeunes, vous? Ouais, on a une tranche d'âge, en fait, pour laquelle c'est vraiment assez similaire. Mais ça, c'est important parce que quand on fait ces mesures, on en voit qu'il y en a qui prennent du poids au cours de l'exercice. Ça veut dire qu'ils ont bu plus que ce qu'ils ont transpiré. Et ça, c'est pas non plus une situation qui est souhaitable. C'est pas bénéfique. Déjà, ça fait prendre de la masse, du poids supplémentaire. Et en termes de performance, de boire plus que ce qu'on a perdu, ça représente aucun bénéfice. Donc c'est important. Et il y en a, parce que c'est vrai, le message, il faut bien s'hydrater, il est bien passé. Donc oui, bien manger, c'est pas encore bien passé, mais bien s'hydrater... Oui, voilà. Mais bon, ceci dit, quand on fait des mesures, ici on a fait des mesures, on en fait pas mal avec mes collègues. Ici en nutrition, on est 4 maintenant à travailler en nutrition. C'est des choses qu'on fait relativement en routine. Venir mesurer l'état d'hydratation, donc soit au lever, soit avant l'entraînement. On s'aperçoit qu'il y a au minimum 50% qui sont pas bien hydratés quand ils arrivent à l'entraînement. Oui. 50%, 75%. Voilà, de manière spontanée, parce que tout le monde sait qu'il faut boire suffisamment, mais c'est très difficile à savoir si on boit. Enfin, c'est difficile. Si je vous demande si vous êtes bien hydraté, je suis capable de répondre. J'ai ma gourde à côté, mais... déjà, c'est un bon réflexe. À part ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, c'est assez difficile de savoir si on est bien hydraté à l'instant T. Alors, il y a un repère simple qui est la couleur des urines. Maintenant, de plus en plus de sportifs... on se repère en tête, donc ça fait déjà un repère. Mais c'est vrai que dans un contexte, quand on va avoir une compétition en climat chaud, c'est vrai que c'est une question
qu'il faut pouvoir maîtriser, c'est sûr. Parce que ça va assurément, ça peut impacter la performance. Une question de KLCM. Est-ce qu'un nageur se déshydrate en nageant? C'est une bonne question. Oui, alors il a raison. C'est effectivement un nageur se déshydrate. Par contre, ça fait partie des disciplines pour lesquelles on a eu le plus de mal à évaluer justement le niveau de déshydratation de manière précise, parce que justement, eux, ils sont dans l'eau. Nous, on fait peser avant, peser après. Voilà. Et on pèse les gourdes avant, on pèse les gourdes après. Donc comme ça, nous, on veut savoir le poids perdu et le volume qui est rentré dans l'organisme. Sauf que les nageurs, ils sont mouillés. Et aussi les nageuses, en fait, c'est du poids qui va être retenu dans les cheveux, sur le maillot. Et c'est du poids, on va dire, ça va amener de l'imprécision. Et par ailleurs, dans l'eau, il y en a certains qui peuvent boire un peu de l'eau, parce qu'il y en a qui avaient, quand on avait fait ces mesures-là chez des nageurs, il y en a qui avaient pris du poids. Pendant la compétition, pendant la séance, pendant l'entraînement, mais ils n'avaient pas bu. Donc c'est en respirant, et voilà. Un peu l'eau de la piscine. Et il y en a qui avaient perdu beaucoup de poids. Ils avaient perdu, de manière un peu anormale en fait. Donc on a demandé, mais pourquoi, comment ça se fait? Tu as pris du poids alors que tu n'avais pas de gourde, tu n'as rien bu. En fait, il y en a qui buvaient un peu de l'eau de la piscine en nageant. Et puis pour ceux qui avaient perdu beaucoup, dans la piscine, ils avaient fait un petit pipi, voilà, qui avait. Elle vient pas bleue l'eau de la piscine, il y a pas ça. Ça se transforme pas. Donc c'est moins facile de pouvoir estimer les pertes hydriques de manière exacte, parce que déjà, ils ont les cheveux mouillés, donc ça c'est du poids. Ça va être du poids en plus que nous on prend. Ça va pas être de l'eau qu'ils ont bu. C'est de l'eau qui sont sur eux. Mais donc on peut dire oui, ils se déshydratent, enfin ils perdent, ils transpirent, mais pour nous ça a été plus difficile à évaluer au niveau précis. Une autre question de Véro France 7 par rapport à ce qu'on disait sur la déshydratation, c'est est-ce que c'est valable pour les athlètes qui font 40 heures par semaine ou également quand on s'entraîne en amateur? Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est très bien. C'est très bien, comme je vous dis, de faire ce test, de voir si on fait partie des personnes qui transpirent beaucoup ou pas. Ça coûte pas cher à partir du moment où on a une balance. Il ne faut pas acheter des équipements, on ne fait pas de mesures, ça fait pas mal. Donc se peser avant et se peser après l'exercice, on voit combien on a perdu. Et un des repères, c'est qu'il ne faut pas perdre plus de 2% de son poids de corps. En gros... Donc, quand on est en hiver, potentiellement ça va, mais quand il commence à faire chaud, c'est possible. Et de la même manière, on s'aperçoit, justement, là, il y avait eu des problèmes avec une situation qu'on appelle l'hyponatrémie, donc qui peut être vraiment... Pardon, faut préciser. Voilà. Ouais. Alors, c'est des concentrations en sodium qui sont trop basses. Voilà. Et cette situation peut être engendrée par le fait d'avoir trop bu. En fait, j'ai bu trop d'eau plate, en fait, qui ne contient pas de sodium. Et donc ça peut être très dangereux, on peut en mourir, parce que ça va entraîner des œdèmes. Et c'est déjà arrivé, alors c'est sur des distances longues, comme des marathons, par exemple, chez les gens qui mettent beaucoup de temps, plusieurs heures, on va dire 4-5 heures, et qui se disent « il faut que je boive, et qui boivent trop, finalement. Et qui boivent de l'eau pure, sans sodium. Et ils peuvent s'intoxiquer à l'eau, dans ce cas-là. Donc c'est en ça que ça peut être vraiment intéressant de pouvoir évaluer quelles sont les pertes hydriques et quels vont être derrière les besoins hydriques. Parce que, pour certains, ils boivent trop. Donc même pour monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, ça peut être intéressant de faire le test pour se connaître. Une question plus... général, plus profane, est-ce qu'il faut être vegan pour réussir maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être vegan? Ouais. Je pense à Djokovic qui met en avant cette alimentation. Est-ce que c'est vraiment un plus ou est-ce que c'est plus de la croyance? Non, en termes de performance, c'est assurément pas un plus. Ça, c'est sûr. Après, si on a un sportif qui est vegan pour des raisons autres que la performance, on veut dire, on va le prendre en compte, on va respecter
son choix. Mais s'il arrive en nous disant qu'il est vegan pour être plus performant, bon, bah, ça ne sera pas assurément le meilleur modèle alimentaire pour la performance. C'est pas facile quand même quand vous parlez aux athlètes, ils ont leurs habitudes depuis X années, et de leur dire mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils le comprennent bien ou ils le comprennent qu'à partir du moment où il y a eu une mauvaise performance ou une blessure? Bon, disons qu'on est dans l'échange. Déjà, il ne faut pas arriver en ayant une posture un peu dogmatique en disant bon, écoute, je vais t'expliquer comment faire. Je vais t'expliquer la vie. Voilà. Parce que les sportifs, de par leur pratique aussi, ils ont de l'expérience. Il faut dire, c'est vraiment dans l'accompagnement, on est vraiment dans un échange et les sportifs font aussi des choses, nous apprendre par rapport à leur pratique. Mais en tout cas, il faut toujours respecter ce qu'ils font et pas avoir cette posture d'arriver en lui disant bon, je vais t'expliquer. Et souvent l'alimentation idéale et optimale pour un sportif ou une sportive donnée, ça va pas être quelque chose de théorique. On va l'atteindre via un cheminement. En fait, ils ont des habitudes. Nous, de par nos connaissances, notre expertise, par rapport à la théorie, on peut déceler potentiellement des habitudes qui ne vont pas être très bonnes ou qui ne nous paraissent pas très bonnes. On va essayer de modifier les habitudes et voir si ça fonctionne ou pas. Et en ça, on va cheminer vers le modèle qui va être optimal pour ce sportif ou ces sportives-là. Et ensuite, c'est vrai, comme vous dites, c'est souvent ils sont assez pragmatiques. Hein. Si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, ils vont se poser des questions, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, effectivement, ils peuvent être plus à même de changer, de modifier des choses, à partir du moment où, en amont, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Ils ont remarqué que ils ont eu des crampes ou bien ils ont un gros coup de fatigue, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de l'épreuve, ils ont eu des troubles digestifs ou c'est pour les épreuves longue distance surtout. Ouais. Ou troubles digestifs, ça peut arriver aussi sur des épreuves plus courtes. Mais même dans l'entraînement, comme je vous dis, c'est souvent l'élément déclencheur pour se pencher sur le contenu de son assiette. C'est souvent un élément où le sportif va être en difficulté ou en tout cas une situation qui l'empêche de performer. Donc être souvent malade, avoir des blessures récurrentes, être tout le temps fatigué. Tout ça, c'est des situations qui apportent à se poser des questions sur les différentes pratiques, l'entraînement, l'alimentation, les soins, etc. On arrive à la période des fêtes. Un petit excès pour les fêtes, ça sera éliminé pour les Jeux quand même. Comme je vous dis, dans le cap sur la performance, il y a du plaisir, il y a du partage, il y a du social. L'alimentation, c'est ça aussi. On ne va pas leur demander de rester enfermés. Les Jeux, c'est encore long. Hein, donc, être performant, c'est aussi être équilibré. D'avoir une alimentation équilibrante aussi. Donc, bien sûr qu'il faut partager avec ses proches. Il faut... Et là aussi, il faut... Tout est une question de savoir où placer le curseur. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas être dans l'excès tout le temps. On peut pas... il y a être sportif de haut niveau... Même à 20 ans, parce que avec l'âge, ça devient un petit peu plus difficile. Mais à 20 ans, on n'élimine pas tout le lendemain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éliminer? Les excès. Voilà, vous positionnez surtout par rapport à l'aspect énergétique, c'est ça? Je vais trop manger, donc le lendemain, je vais dépenser, c'est ça? En fait, l'alimentation, il y a cet aspect énergétique, mais il y a l'aspect qualitatif qui est important. Donc sur un repas qui va être un peu excessif, on va manger plus que nos besoins, bien sûr que si c'est très ponctuel, ça ne pose pas de problème. Mais c'est là où il y a cet aspect, l'aspect quantitatif, mais il y a l'aspect qualitatif aussi qui est vraiment important. Pour essayer de limiter les blessures. Limiter pour avoir, comme je l'ai dit, ce qu'il faut pour un sportif, c'est avoir un environnement nutritionnel qui permette à tous les mécanismes du corps de fonctionner de manière optimale. Parce qu'un sportif de haut niveau, il ne faut pas juste qu'il soit bon, en fait, il faut qu'il soit excellent. Il faut qu'il fonctionne au maximum de ses capacités. Et pour ça, il faut qu'il y ait un environnement nutritionnel dans le corps
où il n'y ait pas de déficit, il n'y ait pas de manque. Et pour ça, il faut vraiment avoir du qualitatif. C'est pour ça que réduire l'alimentation du sportif aux pâtes, aux féculents, aux sucres lents, c'est extrêmement réducteur. Cet aspect végétaux qui sont très importants. Et je dirais que les pâtes et les féculents, souvent, c'est moins difficile à faire consommer que les végétaux. Maintenant, c'est une idée, un repère qui est assez répandu, le fait d'avoir une assiette colorée, avoir beaucoup de couleurs dans l'assiette. En général, les couleurs, elles viennent aussi par les végétaux. Hein. C'est un repère simple, mais pourtant qui va permettre d'avoir une grande diversité végétale. Et ça, c'est vraiment un point important, parce que ça va permettre aussi, cette grande diversité végétale, d'avoir un écosystème intestinal aussi qui va être performant. Voilà, ça fait partie des éléments, des thématiques sur lesquelles on se penche de plus en plus. Hein. Ça fait déjà, on va dire, peut-être 2-3 dizaines d'années. On a commencé à s'intéresser à tout ce qui est le microbiote, la perméabilité intestinale, etc. Et en ça, on sait que la diversité végétale va être un facteur très important pour avoir une bonne diversité de son microbiote, et donc un microbiote qui va être fonctionnel. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les sportifs de très haut niveau? Vous leur dites tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. Mais s'il y a des gens qui nous regardent et qui font du sport pour le plaisir, ce serait quoi ces conseils? Alors, c'est relativement simple, hein. Je veux dire, c'est assez simple. Il faut manger, comme je l'ai dit, pour moi, le mot-clé, c'est diversité. Une proportion importante de végétaux, des fruits, des légumes secs, des graines et oléagineux, des épices, des herbes aromatiques. Il faut aussi une part de protéines, des protéines animales, de la volaille, du poisson, un peu de viande rouge, sans excès, bien sûr. Des protéines végétales, on a déjà dit, des légumes secs. Qu'est-ce que j'ai tout ce qui est, j'ai déjà parlé des féculents, mais l'important, je dirais, c'est d'avoir toute cette diversité-là, protéines animales, végétales, beaucoup de fruits, légumes, les légumineuses, et surtout de ne pas manger toujours la même chose. Moi, je pense que c'est important. Voilà. Même si on pourrait dire que les pâtes volaille, c'est un petit peu l'assiette. C'est le cliché. Hein. Voilà, c'est le cliché. Sortir la peau. Voilà. Si on mange que ça, on va pas du tout non plus permettre d'avoir cet environnement optimal qui va permettre d'être vraiment performant. Donc de la diversité, et puis ne pas être dans la restriction, parce que ça aussi, c'est on en parle de plus en plus, et c'est très bien. Donc il y a notamment le syndrome REDS ou REDS, il y en a certaines qui disent, qui est une situation qui est le déficit énergétique chronique, qui est probablement beaucoup plus répandu que ce qu'on peut penser, et qui est très lié aussi au fait qu'on a même dans notre société, un modèle, un idéal esthétique qui est assez éloigné en fait de la physiologie, notre physiologie, en particulier la physiologie féminine, et qui va être amené à avoir une alimentation très restrictive. Pour atteindre ce modèle. Voilà, pour atteindre ce modèle. Et c'est vrai que dans le sport, étant donné que la composante corporelle va aussi être importante dans la performance, on peut aussi avoir cet objectif d'avoir un physique le plus mince possible, d'être le plus léger possible, d'être dans la restriction. Et maintenant, c'est une condition qui commence à être de mieux en mieux connue, en tout cas, et on sait que c'est pas du tout favorable à la performance. Il y a des disciplines qui sont sur lesquelles il faut faire particulièrement attention. Oui, les disciplines dans lesquelles il y a une composante esthétique. Gym. Voilà, oui, par exemple. Exactement. Les composantes esthétiques, les sports portés, les sports d'endurance aussi. On va faire attention. Pour maigrir un maximum, pour gagner des secondes au kilomètre. Oui, voilà, exactement. Et on sait pour tenter de gagner des secondes. Le poids le plus bas n'est pas forcément le poids optimal. En fait, parce qu'il y a moins de résistance. Il faut... Non, puisque
pour atteindre ce poids-là, on va avoir des apports énergétiques qui ne vont pas être suffisants, on va avoir des apports alimentaires qui ne vont pas être suffisants, il va y avoir des répercussions au niveau hormonal, répercussions au niveau immunitaire. On sait que le risque par exemple, ils avaient fait une étude ils avaient regardé l'incidence de blessures chez des sportives. Donc là, en l'occurrence, c'était des jeunes. Alors il devait y avoir entre 150 et 200 sportifs qui avaient été suivis toute l'année. Et en début d'année, ils avaient passé donc des questionnaires qui permettaient de savoir quel était le rapport à l'alimentation. Et dans cette étude, ils ont vu que les sportives qui, en début de saison, avaient une approche assez restrictive de l'alimentation, qui faisaient très attention, qui se limitaient les apports pour pas prendre de poids, qui évitaient de manger certains aliments qu'elles aimaient bien pour justement pas grossir. Donc cette approche très restrictive, en fait, sur la saison, ça avait multiplié par 7 le risque d'incidence de blessures. Et en particulier des blessures avec des temps d'arrêt longs, de plus de 3 semaines, où parmi les sportives qui avaient justement ce comportement trop restrictif par rapport à l'alimentation, il y en avait 40% qui avaient eu des blessures longues, donc qui s'étaient arrêtées de plus de 3 semaines, alors qu'il n'y en avait que, je crois, 5-6% chez les sportives qui avaient une approche normale de l'alimentation. Donc c'est un point important, il faut manger suffisamment. En fait, il faut nourrir sa performance plutôt que de manger pour essayer de faire tel ou tel poids. En fait, la priorité, ça doit être la performance, pas juste la composition corporelle. Alors, 2 dernières questions, et après, je vous libère tranquillement. Alors, c'est Foxydur... Je vais relire le pseudo. Il n'est pas évident, hein. Et puis j'ai les yeux un peu loin. Foxydur Tufu et KLCM. Foxydur Tufu, déjà, c'est à quel point les produits laitiers sont importants dans l'alimentation du sportif. Et KLCM, qui nous pose une question aussi pertinente, c'est quel est le repas le plus important de la journée? Vous répondez aux 2, si vous voulez, et dans l'ordre que vous voulez. D'accord. Alors les produits laitiers, ça fait partie on va dire, ces groupes d'aliments qui va déchaîner les passions. Il y en a qui sont très contre, il y en a qui sont très pour. Honnêtement, c'est pas nos amis pour la vie alors. Ils peuvent tout à fait rentrer dans l'équilibre du sportif de haut niveau. Hein. Ils sont source de protéines. Ça peut être facile. Après, il y a des sportifs qui vont moins le tolérer. Et il y a des sportifs qui ne veulent pas en consommer. Il y a moyen de faire aussi sans. Voilà, il y a des alternatives, il y a moyen de faire sans. Donc honnêtement, je ne veux pas avoir une posture manichéenne, c'est bon, c'est pas bon. C'est un petit peu plus complexe. Voilà, c'est plus complexe. On peut l'enlever chez certains, chez qui ça va développer ils vont avoir des troubles, il peut avoir des troubles divers. S'il l'attribue aux produits laitiers, on peut l'enlever, on va pouvoir faire sans. Mais pour autant, il y en a qui en consomment et qui se portent très bien. Donc voilà, je pense qu'il faut être mesuré par rapport aux produits laitiers. Et les alternatives, le lait d'amande, lait de... Oui, alors normalement on n'a pas le droit de les appeler lait, c'est des boissons, voilà, parce que les réservés pour les espèces animales, enfin, les boissons aux amandes, etc. Ça n'a pas du tout la même composition, à part la boisson au soja, qui va avoir un apport qui peut être similaire en termes de protéines en tout cas, mais elles n'ont pas la même composition. Et quand je dis qu'on veut faire sans, c'est on va chercher des sources de protéines ailleurs. Mais typiquement où la boisson au riz, les boissons aux amandes, ça va pas nous amener la même chose que les produits laitiers. Mais il y a d'autres alternatives au niveau alimentaire qui vont nous permettre d'avoir suffisamment d'apports, de couvrir tous nos besoins. Maintenant, quel est le repas le plus important de la journée? Ce qui est important, je dirais, il n'y a pas de... alors des fois, on disait, bon, c'est le... Pas trop manger le soir. Il y avait un dicton, manger comme petit déjeuner, comme un... Non, il y avait un prince. Je crois qu'il fallait manger beaucoup le matin, au petit déjeuner, moyen à midi et très peu le soir. Nous, on fait il n'y a pas de repas... Il n'y a pas de repas plus important. En fait, il faut avoir des apports qui vont être en cohérence avec son entraînement.
Et typiquement, après un entraînement, il va falloir avoir des apports suffisants pour bien récupérer. Donc, quand on dit qu'il faut manger très peu le soir, si j'ai fait un gros entraînement dans l'après-midi, ça va être plus optimal d'avoir un apport pour pouvoir bien récupérer derrière. Donc, il faut... Ça s'envisage, les apports vont s'envisager vraiment par rapport à l'emploi du temps, par rapport à l'entraînement du sportif sur sa journée. On ne peut pas dire que tel ou tel repas va être plus important qu'un autre. En fait, ça serait un peu trop réducteur. Merci pour cette réponse. J'espère que ça a répondu à la question de Kyle. En tout cas, c'était très clair. Merci pour toutes ces précisions. Donc, on résume un petit peu. Il faut se faire plaisir, mais raisonnablement, et pas être dans la privation. Ça, c'est important de le dire parce qu'on ne l'a pas forcément à l'esprit naturellement et quand on fait du sport. C'est un peu la fin de ce stream. C'est même complètement la fin de ce stream. Donc, je tenais à remercier beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé pour la réalisation de cette émission. Cyril, déjà, qui est juste derrière nous, qui fait cette émission. Mathis, Thomas, Camille, Simon, Estelle, Xavier, Alex, Eric, Camille aussi également, qui n'est pas loin de nous non plus. Et puis aussi Diego de l'INSEP qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse être dans ce lieu. Alors là, il est plus calme le lieu parce que les athlètes ils sont peut-être au réfectoire d'ailleurs, ou c'est peut-être 20h, c'est à peu près l'heure ou... Oui, c'est après l'entraînement. C'est après l'entraînement, 20h. Mais tout à l'heure, on les voyait s'entraîner et c'est quand même en grande partie grâce à Diego qu'on a pu avoir cette salle pour ce stream. Donc merci à lui, merci à l'INSEP, un grand merci à tous. Lundi, ce ne sera toujours pas Ludo parce qu'il sera toujours en vacances, ce sera Sarah Calaman. Il sera question d'un tout autre sujet. Ce sera moins sportif, ça sera autour du Proche-Orient et de la libération des otages. D'ici là, n'hésitez pas à faire du sport, que ce soit courir, que ce soit marcher, que ce soit faire du vélo, que ce soit nager. Dans le pire des cas, ça vous fera du bien. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.